Bonjour, merci d'être venus si nombreux à notre table ronde aujourd'hui sur l'écriture des personnages féminins avec la question d'ouverture un peu provocatrice. Faut-il être une femme pour écrire un personnage féminin, écrire des personnages féminins? Donc la table ronde est organisée par la Scénaristerie, qui est une association qui soutient les scénaristes. Chaque année, on accompagne 6 auteurs dans le développement de leur long métrage. Donc l'idée est de soutenir des scénaristes qui ne veulent pas réaliser eux-mêmes le film qu'ils écrivent, mais de les mettre en lien avec des réalisateurs qui, eux, ne souhaitent pas forcément écrire ou initier le projet et vice-versa. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de trouver des collaborations scénaristes-réalisateurs autour de projets qui sont initiés par les scénaristes. Voilà. Dans ce cadre-là, on a mis en place par le passé un atelier qui s'appelle l'atelier Héroïne. On a été inspiré pour mettre cet atelier en place par le fameux test de Bechdel qui essaye de démontrer par l'absurde un petit peu la prédominance des personnages masculins dans le paysage cinématographique aujourd'hui. Donc pour participer à cet atelier d'écriture héroïne, il fallait présenter un projet avec un personnage dont le but principal n'était pas de trouver un homme. Voilà, donc on a fait ça ces 2 dernières années, c'était très, très chouette. Et on s'est aussi beaucoup posé la question, mais en fait, qu'est-ce qui est particulier ou spécifique à l'écriture de personnages féminins? Donc au sein de la scénaristerie, on est beaucoup de scénaristes femmes qui travaillons aussi en tant que co-scénaristes ou consultantes sur des projets très divers d'autres scénaristes ou de réalisateurs. Et on vient très souvent vers nous en nous demandant d'intervenir sur des projets parce que le personnage féminin n'est pas assez crédible, n'est pas assez développé, n'est pas assez intéressant. Voilà, pour toutes sortes de raisons. Voilà, en général, les personnages féminins sont trop faibles. Voilà. Donc, on s'est dit, il faut qu'on organise une table ronde avec des personnes concernées par ce sujet. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir plusieurs personnalités très différentes, d'horizons différents. Donc, Maria Machoukeli, qui est scénariste et réalisatrice, qui a écrit et réalisé, coécrit et co-réalisé Party Girl, qui a eu la Caméra d'Or en 2014. Stéphane Caz, qui a réalisé le film Ombline, qui était sorti en salle en 2013, je crois, 2012, et qui est actuellement en préparation de son prochain projet de long métrage. Du coup, je ne sais pas si on peut dire le titre, qui est donc Bon Appétit, c'est ça. Marie aussi en préparation de son prochain film. Sabrina Karine, qui est donc cofondatrice de la scénaristerie et sa présidente, qui a écrit le film Les Innocentes, réalisé par Anne Fontaine, alors en 2000. Bon, voilà, il est sorti en 2016, mais le processus d'écriture était aussi un processus où justement Sabrina s'est penchée sur plein de questions qui ont trait à cette question de l'écriture et de l'écriture en relation avec un réalisateur qui n'est pas celui qui a écrit le film forcément. D'où était aussi née l'envie de créer la scénaristerie. Ensuite, Thierry Hoquet, qui est donc enseignant et philosophe donc à l'université de... Non, oui, pardon, c'est le contraire. Philosophe et enseignant à l'université de Nanterre, mais surtout aussi auteur de plusieurs livres qui sont intéressants pour notre sujet d'aujourd'hui. Donc, entre autres, La virilité, écrit en 2009, Sexus nullus en 2015 et Déicide en 2017. Et donc vous êtes philosophe et vous essayez de traiter les débats de société par la forme hybride du conte philosophique. Voilà, donc la question de la fiction n'est pas trop éloignée de votre discipline non plus. Voilà, bienvenue. Et Julie Billy, qui est productrice chez Haut et Court et qui a cofondé l'association Le Deuxième Regard il y a 5 ans, je crois, à peu près. Qui est donc productrice et qui vient de produire le film La nuit a dévoré le monde, qui est en salle actuellement. Coproduit The Lobster et aussi Achambra, des films
qui sont aussi sortis en salle en France, je pense aussi évidemment distribués par Houécourt. Et Latifa, Le cœur au combat, je crois qu'il était en salle l'année dernière. Voilà. Donc, nous attendons encore une intervenante qui est Laurie Laufer, une psychanalyste qui enseigne à Paris Diderot. Elle m'a dit qu'elle serait là d'ici peut-être 10 minutes, un quart d'heure, mais je propose qu'on commence quand même notre débat. Je pense que elle pourra tout à fait rejoindre le train en cours de route. Voilà, donc je voulais commencer un petit peu par la question en fait de l'écriture. Est-ce que vous qui écrivez des films, donc Marie, Stéphane et Sabrina, pour vous, est-ce que ça c'est une question que vous avez croisée en fait sur votre chemin au cours des dernières années, soit pour des projets personnels, soit pour des projets sur lesquels vous intervenez pour les autres? Est-ce que la question d'être une femme pour écrire un personnage féminin, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui, en quelque sorte. Moi, donc le premier film que j'ai fait, le personnage principal était une femme, donc c'est une femme qui va en prison. Et donc, après avoir fait ce film, on m'a un peu catalogué mec qui fait des films de femmes. Et donc, du coup, quand on me proposait des projets, surtout en télé, c'était toujours avec un personnage principal femme. Et donc, moi-même, j'ai développé d'autres projets, dont un autre sur lequel j'ai bossé 3 ans, qui peut parler du MLF. Donc, c'était à nouveau un sujet qui parlait des femmes. Et après, j'ai voulu, je me suis dit, on me catalogue tellement comme réalisateur qui fait des films avec des personnages féminins que j'ai envie de faire un film avec un personnage masculin. Enfin, j'avais plusieurs autres projets, mais en tout cas, j'ai lancé un gros projet là-dessus. Et il se trouve qu'on n'a pas réussi à trouver de comédiens pour les financements. Et on vient de prendre la décision de transformer ce rôle en personnage féminin. et voilà, donc je pourrais peut-être en parler tout à l'heure, mais c'était intéressant d'ailleurs de voir, on prend le même scénario, on change le personnage masculin par féminin. Voilà, dans 95% des scènes, ça change rien, mais parfois ça change aussi des petits trucs. Alors, qu'est-ce que aussi. ça change, par exemple? Juste pour continuer là-dedans, après, on passera la parole. Ouais, parce que je peux me lancer là-dedans, ça peut durer un peu de temps, mais... Bon, pour donner quelques exemples concrets, si je devais résumer le film très très rapidement, donc avant, c'était l'histoire d'un mafieux qui se prend une petite peine, sur une petite partie de ses délits, et qui se prend une peine d'intérêt général dans une ferme, et qui va au final, je vous la fais rapidement, devenir paysan. Donc c'est un mafieux qui devient paysan, et donc maintenant c'est une mafieuse qui devient paysanne. Donc du coup, dans les choses que ça change, bon, le stéréotype du mafieux est cassé, ça c'est vraiment plus intéressant. Il y a certaines scènes où le fait que ça soit un homme mafieux, il y avait des scènes où, on va dire, qui fonctionnaient, et maintenant qui fonctionnent un peu moins bien. On est plusieurs à avoir cette sensation. Du fait que ça soit une femme, on a l'impression qu'on a besoin de justifier un peu plus en quoi elle peut être dangereuse physiquement, pour que plusieurs personnes aient peur d'elle, ce qu'on n'avait pas besoin quand c'était un homme, par exemple. Je sais qu'il y a plusieurs personnes en lisant, en disant faudrait peut-être, pourquoi elle leur fait peur cette scène-là. Bon, un exemple. Des exemples très frappants, c'est à chaque fois qu'il y a une réplique sur le physique. À un moment, donc l'ancien garçon était au marché, il y avait une vieille dame qui lui disait, pour se moquer de lui, il avait un jogging, elle lui disait que ça lui faisait des belles fesses. Donc bon, voilà, c'était marrant, sauf que si c'est un mec qui dit ça à une femme, tout de suite c'est un gros pervers et ça fait moins marrer. Donc c'est des répliques qui marchent plus. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous les changez Alors finalement on a changé. Il y a 4 personnages auxquels on a changé de sexe. Ouais, finalement, parce que c'est aussi parce que enfin bref, c'est pour une histoire d'équilibre, et puis donc ça a eu un vrai impact. Il y a un peu 4 personnages principaux et j'aimais bien que ce soit 2 garçons, 2 filles. Mais du coup, il y a un personnage, c'était une bergère, donc des scènes pareilles. À un moment, il y a un bélier qui fonce sur le personnage principal avec sa canne de berger, elle l'attrapait, elle le plaquait au sol, ça faisait marrer. Parce que si c'est un homme qui attrape le bélier avec sa canne de berger, ça fait moins marrer. Bon, il y a plein de petites nuances comme ça.
qui sont intéressantes et ça interroge aussi sur les stéréotypes qu'on a. C'est un dernier exemple. Il y avait un personnage qui était une femme qui a élevé seule un enfant. Donc le mari était parti, elle a élevé dans la pauvreté. Enfin, donc c'est une image, tout de suite on s'imagine ce qu'elle a vécu. Et on a basculé, c'est devenu un homme. Et là, à la lecture, il y a une personne qui l'a lu qui n'arrivait pas à concevoir qu'un homme puisse élever un enfant seul, avoir des problèmes, et quelque part, il est comme s'il fallait qu'on rajoute une ou deux répliques de dialogue pour justifier cette situation, alors que ce n'était pas nécessaire dans la version d'avant. Et en tout cas, ça interroge sur les stéréotypes qu'on a, nous, en tant que lecteurs, hein, qu'on projette quelque part sur les personnages. Une femme mafieuse, quelque part, on a envie de savoir un peu plus comment c'est possible. Du coup, c'est plus intéressant à la limite pour l'écriture. C'est un défi supplémentaire. Ça rajoute aussi plus de mérite au personnage quelque part, parce qu'en plus, elle est presque plus impressionnante, parce qu'on se dit, en plus, c'est une femme, et en plus, comme si on la jugeait en tant que femme, en plus de la juger en tant que juste un personnage lambda, quoi. Ok, merci. Par rapport au fait d'écrire des films avec des personnages féminins, moi je sais que tous les projets que j'initie sont avec des personnages féminins, mais parce que j'aime ça en fait, tout simplement. Je ne sais pas comment le justifier ou ne pas le justifier. J'ai quelques projets que je coécris avec Léo Carman, et souvent quand c'est lui qui a l'idée, c'est vrai qu'on se retrouve avec un personnage masculin. Pourquoi, encore une fois, on s'est jamais posé la question. Je sais que dans les films que moi j'écris qui sont de mon initiative, il y a deux types de films. Il y a les films qui sont aujourd'hui, le présent, qui pourraient être avec des hommes, mais j'en ai pas envie. Je pense que ça ne ferait aucune différence dans ce que ça raconte. Et après, il y a les films qui sont les films d'époque, qui moi me tiennent énormément à cœur et qui souvent prennent des personnages féminins qui ont existé ou qui sont des histoires qui ont existé. Et là, on est vraiment dans quelque chose où on ne pourrait pas remplacer par un homme, parce qu'il est vraiment question de mettre en avant une histoire qui a été oubliée, de rendre justice à une femme qui a été oubliée. Et là, pour le coup, on va au-delà d'un film avec une thématique classique. La thématique de être une femme à une certaine époque, pour le coup, rentre en jeu. Et ça, la seule justification que j'ai, c'est que j'adore ça. Mais voilà. Tu peux donner un exemple concret par rapport à cette situation de film d'époque ? Après, est-ce que tu veux pas qu'on en parle après ? Est-ce que j'aurais voulu rentrer dans le détail ou okay. Voilà. Oui, c'est juste pour pouvoir passer la parole à Marie. Non, mais pardon, je recentre. En fait, moi, j'ai un peu deux casquettes. Je suis réalisatrice, je suis scénariste, donc il y a les films que j'initie pour les tourner avec des camarades, mais voilà, donc que j'initie en mon nom. Et c'est vrai, comme toi, c'est souvent des personnages féminins, mais en général cernés, entre guillemets, par des personnages masculins très entourés d'hommes. Voilà. Et après, en tant que scénariste, c'est vrai qu'on m'appelle souvent, on me dit « Marie, il y a un problème dans le scénario, tout est super, sauf le personnage féminin, donc est-ce que tu peux filer un coup de main et réviser la tuyauterie ?» comme on dit. Très élégamment. Et donc, je ne vous cache pas que à la fois, ça me fait du taf, donc je suis contente, je peux payer mon loyer. À la fois, je m'étonne toujours qu'on vienne me chercher pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, alors ça, c'est le cas du cinéma, et en général, effectivement, les scénarios que je lis commencent souvent par elle s'appelle, alors je ne sais pas, Géraldine, elle est très belle. Alors je me dis, c'est quand même extraordinaire. Quand on présente Gérard, il est ni très beau ni très moche, c'est Gérard, quoi. Il a d'autres attributs, vous voyez. Il est ou maçon ou conducteur de bus, mais en tous les cas, il n'est pas très beau ou très moche. La femme, il y a toujours un moment où le type se sent obligé de dire comment elle est physiquement, quoi. Alors, bon, déjà, je me dis, on va peut-être commencer par évacuer ça, ça va nous créer un peu de hors-champ et ça va nous permettre d'imaginer quelqu'un et pas une fonction ou pas un sexe. Bon, ça, c'est le premier truc, c'est assez facile, hein, petit tuyau entre nous. Ça arrive tout le temps. Et après, il y a aussi, par exemple, des gens de la télévision qui sont venus me voir pour des séries avec ce même enjeu. Marie, on a une série sur des femmes, mais les femmes pêchent un peu. Alors, c'est con pour une série pour des femmes, c'est quand même, l'impulsion devrait être un peu plus, vous voyez. Et donc moi, je répare un peu les tuyaux de ci, de là, enfin je fais ce que je peux. Et à la fin, je suis quand même un peu vexée, je vous le dis, parce que je me dis, c'est marrant, ils m'appellent toujours pour des personnages féminins, mais pour avoir un concept. C'est-à-dire pour être à l'initiative, à l'origine, dans la création d'un concept,
on m'appelle moins. Alors, soit je suis peut-être un peu plus débile que mes camarades masculins, c'est possible. Mais en tous les cas, le réflexe, il n'est pas trop là. Alors, dans le cinéma, c'est autre chose. Dans le cinéma d'auteur, c'est autre chose, parce que les réflexes de production ne sont pas les mêmes. Moi, en tous les cas, je connais les gens différemment. Donc voilà. Mais ça, c'est toujours quelque chose qui me sidère, c'est-à-dire que c'est presque inconscient, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Je ne suis pas sûre que ce soit très conscient, c'est ça qui est dommage, d'ailleurs, par ailleurs. Mais on se dit qu'une femme n'est pas capable de créer un concept, et donc une structure. Donc elle peut, et donc un film. Et en plus, le porter, le réaliser, on ne s'en parle pas, mais, parce que là, on parle d'écriture. Mais du coup, c'est vrai que c'est toujours... Mais alors, en revanche, quand vous venez vers eux en disant, alors, j'ai une idée, j'ai un concept de série, là, je le vois dans leurs yeux, ils prient pour que ce soit avec un personnage féminin. Parce que là, peut-être, je peux les accrocher. Mais si c'est l'histoire de je sais pas quoi, Gérard, encore une fois, notre ami le plombier, et que c'est moi qui porte cette histoire, j'ai peu de chances d'être entendue assez vite. Voilà. Mais, alors, pourquoi est-ce qu'il faut, aux yeux de l'industrie en tout cas, pourquoi est-ce qu'il faut être une femme pour écrire des personnages féminins? Juste pour revenir aussi aux questions de départ, en quoi est-ce qu'une femme est plus à même d'écrire un personnage féminin? Est-ce que ça veut dire aussi, à contrario, qu'elle est moins douée pour écrire des personnages masculins? Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'auteur? Moi, je pense que c'est une problématique qu'on pourrait presque étendre à beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pense que les gens vont projeter le fait qu'une femme peut écrire un personnage féminin parce qu'elle est une femme et parce qu'elle sait de quoi elle parle, tout simplement. Et c'est pareil pour... souvent, quand vous faites un certain type de film, on vous appelle que pour ça. Parce qu'on est persuadé que vous avez réussi à le faire une fois, donc vous allez pouvoir le refaire. Enfin, moi, Les Innocentes, je sais que... Moi, ça m'est pas trop arrivé, mais à Alice, ça lui est beaucoup arrivé. Les films de nonnes, quoi. Les films de prison pour ces femmes. Enfin, non, on n'est pas spécialiste, on a fait des recherches. Et c'est parce que je pense qu'il y a une peur, en fait. Et il y a une peur qui fait qu'on se dit que les gens ne sont pas capables d'inventer, ne sont pas capables de se plonger dans... Enfin, je sais pas, moi je le vois comme ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, on sait que tu sais faire quelque chose, donc tout de suite on s'accroche à ça et on va surtout pas aller chercher ailleurs. Juste peut-être Julie, après on reviendra à Stéphane. Qu'est-ce que tu en penses toi du point de vue de productrice? Alors moi je vais pas chercher une femme pour écrire des personnages de femmes et encore moins un homme pour écrire des personnages d'hommes. Je trouve que cette conception est hyper essentialiste et binaire et terrible. Un exemple sur Latifa, Le cœur au combat, c'est Carole Scotta qui avait vu cette femme à la télévision. On avait envie de faire un film sur elle. On ne s'est jamais posé la question de savoir si le réalisateur devait être un homme ou si ça devait être une réalisatrice. Et c'est Olivier Payon et Cyril Brody, deux hommes donc, qui ont fait un film sur une femme et qui est un très beau portrait de son combat. Et sur l'écriture fictionnelle, c'est vrai que des fois on a des envies. Là récemment on produit l'adaptation du dernier roman de Marie Dariussec avec une jeune réalisatrice qui s'appelle Magali Magistri. On a mis quelques mois avant de trouver ce livre. On avait envie de travailler ensemble. On avait des envies de parler de transhumanisme. Et on avait une envie qui était commune, qui était d'avoir un personnage féminin central au centre du film. Je ne sais pas d'où nous est venue cette envie. Et elle n'est pas là sur tous les films. Mais là, on avait envie de faire ça ensemble. Et on a trouvé ce roman qui était du coup parfait à adapter pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... En tant que productrice, je pense que c'est une grosse erreur d'aller voir des femmes pour écrire des personnages de femmes, parce que la complexité de chacun d'entre nous en tant qu'individu et en tant qu'être humain renforce. Elle va au-delà de nos différences de genre et d'une vision genrée des personnages. Du coup, juste pour revenir à toi, Stéphane, une petite question. Toi, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as été très tôt identifié comme un homme qui peut écrire des personnages féminins. Donc, c'est une étiquette qui te colle maintenant à la peau, que tu le veuilles ou non. Mais on voit dans ton travail, comme tu le disais, que tu peux aussi très facilement passer d'un personnage féminin à un personnage masculin et vice-versa. Peut-être, en répondant à cette question, est-ce que tu peux dire aussi à quel moment tu te poses la question du sexe, en fait, de ton personnage ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Alors, déjà, pour répondre à la question d'avant,
J'ai l'impression aussi que le fait qu'on demande à une femme d'écrire un personnage féminin ou à un homme d'écrire un personnage masculin, c'est aussi lié à une méconnaissance, voire, du métier de scénariste, ou alors vraiment une vision très très réductrice de ce métier. Parce que quelque part, penser qu'on est capable d'écrire uniquement un personnage qui nous ressemble, c'est que moi, si j'étais capable d'écrire que des hommes scénaristes, réalisateurs comme personnages, ce serait un peu réducteur, quoi. Et j'ai beaucoup plus de facilité à écrire une femme scénariste réalisateur qu'un homme chinois qui débarque à Paris. Enfin, j'en sais rien, ou l'histoire d'un poisson rouge, enfin, j'en sais rien. Mais c'est le propre du métier de scénariste, c'est de se mettre, d'inventer des personnages. Donc il y a toujours une part de nous, mais il y a toujours une part de, on va chercher quelque chose qu'on connaît pas aussi. Donc c'est nier cette facette-là du métier, c'est nier presque ce qu'est le métier de scénariste. Après, quand je me pose la question du sexe du personnage, on va dire pour les personnages principaux en général, c'est assez une évidence. Souvent, je me pose la question en termes de stéréotypes. C'est que dans mon film précédent, par exemple, au départ, il y avait 4 personnages principaux, il n'y en avait pas qu'un. Mais une femme bergère, je trouvais que c'était un stéréotype à casser d'avoir une paysanne plutôt qu'un paysan. Donc je m'interroge beaucoup sur ces stéréotypes-là. Il y a une femme chef étoilée dans le film. Je trouvais ça plus intéressant qu'un homme qui est chef étoilé, parce que tout le monde a déjà vu des hommes chefs étoilés. Donc tu joues avec les attentes en fait aussi du public ou de la société. Mais ça, je fais ça maintenant parce que j'ai l'impression d'avoir pris conscience des inégalités, tests de Bechdel, toutes ces études-là. Mais avant, sur mon premier film, ça se passait dans un univers féminin, donc c'était simple. Mais sinon, je ne me serais pas posé ces questions avant. Et je pense qu'inconsciemment, tous les seconds rôles auraient plus été masculins. Parce que c'est comme ça. Dans les films, on ne se pose pas la question, mais 70% des rôles sont masculins. Et souvent, les petits personnages, s'il y a un juge, c'est un homme. S'il y a un avocat, s'il y a, je sais pas, un voisin. Parce qu'une voisine, tout de suite, il peut se passer des choses, alors qu'un voisin, c'est un voisin. Donc c'est toujours ce truc de... Non mais c'est vrai, c'est que tout de suite on juge en tant que femme en plus du personnage. Donc... Je vais, avant de vous passer la parole, Thierry Hockey, sur la question des archétypes, je voudrais saluer donc Laurie Laufer, bienvenue, qui est donc directrice du Centre de recherche psychanalyse, médecine et société, et qui est donc psychanalyste et professeure en psychopathologie à l'université Paris Diderot. Voilà, bienvenue. Et donc, après avoir... on va évoquer la question des archétypes, et puis après, pour rebondir sur ce que vient de dire Stéphane, je voudrais parler avec vous sur la question de l'identification, justement, en fait, qui touche vraiment au cœur de notre métier de scénariste. Donc, pour revenir à votre domaine, sur la question des archétypes, vous êtes pas mal penché sur la question en fait des archétypes féminins et archétypes masculins qui circulent dans notre imaginaire collectif. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelque chose sur cette question ? Vaste sujet. Moi aussi, quand j'écris des fictions, par exemple, j'ai écrit dans Sexus Nullus, c'est l'histoire d'un candidat à l'élection présidentielle qui propose d'effacer les sexes. Et ça a été publié par une petite maison d'édition féministe qui s'appelle X. Et on m'a dit, pourquoi c'est pas une femme qui propose ça ? Et en fait, là, au niveau du dispositif argumentatif, c'est-à-dire si on imagine, si on pense à la place des femmes en politique et la difficulté qu'ont les femmes à accéder à des niveaux de responsabilité, c'est-à-dire, en fait, si on réfléchit bien, il y a eu très peu de femmes qui ont simplement accédé au niveau du second tour de l'élection présidentielle, par exemple. Donc déjà, là, hier soir, il y avait des débats au PS, c'était 4 hommes encore. Donc en fait, il y a un problème au niveau de la représentation politique qui fait qu'on n'arrive pas à imaginer un responsable politique qui serait autre chose qu'un homme hétérosexuel, blanc, carnivore, quoi. Enfin, donc, parce que ça fait système, en fait, ça fait système. Donc, en fait, c'est pas simplement la question de la création, c'est-à-dire de ce qu'on peut... toutes les places sont pas équivalentes. Et en fait, au niveau de la réception et de la crédibilité des personnages, en fait, les gens ont un certain nombre d'attentes. N'importe quelle ligne, n'importe quelle réplique ne peut pas être mise dans n'importe quelle bouche. Si c'est Ségolène Royal qui dit un truc, et la même chose dans la bouche de Sarkozy, ça va pas donner le... Excusez-moi, mes références datent un peu, je suis un peu resté bloqué sur un ancien état de la vie politique, mais je crois que ça reste transférable. Et bon, voilà, donc
on peut pas tout dire, tout n'est pas équivalent. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, il y a les personnages, j'ai l'impression que vous en avez parlé de manière singulière, c'est-à-dire il y a un personnage par rapport à un stéréotype, une représentation qu'on se fait, mais en fait, il y a des trames narratives qui sont très puissantes et qui font qu'elles sont figées en quelque sorte. Donc la première trame narrative qu'on identifie très facilement, c'est celle du héros qui doit subir un rite d'initiation qui va l'emmener dans une aventure. Enfin, moi, j'ai lu des bouquins de comment écrire un scénario quand j'étais jeune parce que j'avais des ambitions. Depuis que je suis devenu philosophe, j'ai renoncé. Tant pis, j'ai pris un truc que je pouvais atteindre. Et ben, on voit, voilà, le héros qui va, bon, et ben, ça, le héros qui va devenir viril en s'emparant de l'objet petit a ou de l'épée magique ou du truc qui va faire le n'importe quoi qui va faire de lui un véritable être humain. Et ben, un véritable homme avant tout. Voilà, donc moi j'essaye de dire un être humain, mais en fait effectivement c'est toujours devenir un homme et à la clé il y a une princesse en plus, donc ça rajoute une dose supplémentaire. Mais donc sur toutes ces questions-là, eh ben, c'est très difficile de mettre ça au féminin. Et bizarrement, ces dernières années, il y a eu des choses qui ont été faites par la production mainstream. Si on pense au succès de La Reine des Neiges ou de tous les avatars qu'il y a eu derrière, je pense à, comment ça s'appelle, Vaiana ou des trucs comme ça. Donc il y a eu, alors ça reste bien sûr empreinte stéréotype et tout, mais quand même, on fait l'effort de placer une petite fille là où normalement il y avait des personnages masculins. De la même manière, donc là c'est juste une inversion. Pardon, pourquoi vous disiez que c'est très difficile de remplacer l'homme par la femme? Vous pensez de fait ou la parce qu'on n'est pas habitué ou parce que l'industrie ne le permet pas Ce que je pense, c'est que d'abord, il y a quelque chose qui est associé dans les représentations au concept de virilité et de s'installer dans l'existence par des rites initiatiques qui est associé au sexe masculin et qui, de fait, du coup, dans les fictions de type héroïque, du coup, s'incarne dans des personnages masculins. D'accord. Oui, donc c'est vraiment spécifique aux trajectoires, à la trajectoire du héros classique. Oui, c'est très important parce que dans ce système de place-là, quand il y a une femme qui apparaît, c'est la femme qui va vouloir, au contraire, freiner la trajectoire héroïque en incarnant l'idéal de domesticité ou de séduction. Ou de séduction, voilà. Mais renonce à tes rêves et viens avec moi, on va faire un petit nid et on sera bien. Et donc, je sais pas, le dernier film que j'ai vu là-dessus, c'est un vieux truc, mais c'est Fanfan la Tulipe. Ça m'a frappé parce que c'est un univers 100% masculin, en fait, qui est renforcé. Le seul homme qui est vraiment marié, il est dévirilisé, c'est le bon compagnon de Fanfan. Et Gina Lollobrigida, elle incarne justement celle qui veut épouser Fanfan. Et en fait, cette place-là, en fait, ça m'a frappé, le fait que c'est des choses que je voyais pas quand j'étais plus jeune consommateur, mais maintenant que je le vois, tout à coup on voit un univers 100% masculin. Ça m'a frappé aussi au niveau des Schtroumpfs. Quand je les ai lus quand j'étais môme, j'avais pas réalisé. Mais en fait, la Schtroumpfette, elle intervient dans les histoires comme pour être draguée, et sans compter que c'est un personnage de traîtresse. Et ce qui est très intéressant, c'est que les créateurs des Schtroumpfs ou leurs successeurs ont fait l'effort là justement l'année dernière de proposer un monde de Schtroumpfette. Donc ils ont fait l'effort complet, inversé de préparer. Alors ça m'a intéressé, je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer du coup, parce que alors de fait c'est pas exactement le monde des Schtroumpfs, il n'y a pas un Schtroumpf bizarre mâle au milieu du village de filles. Donc ils proposent des nouveaux personnages féminins qui sont pas les exacts symétriques des personnages masculins, qui incarnent d'autres trucs, elles sont proches de la nature, elles ont un peu de magie, elles sont un peu coquettes bien sûr, mais enfin voilà. Donc inverser les sexes, c'est pas en fait malgré tout la même histoire qui va être racontée, c'est pas le même univers qui va être présenté. Merci. Du coup, oui, effectivement, c'est des images qui circulent en tout cas dans le milieu du cinéma ou de la culture mainstream, en tout cas les exemples que vous avez cités. C'est vrai que, moi, ça m'interroge quand je vous entends parler parce que quand on vient plutôt du cinéma d'auteur, des films. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout une critique. C'est juste que les fonctionnements sont un petit peu différents à certains niveaux. C'est-à-dire que moi, par exemple, je travaille très très souvent, comme c'est souvent des premiers ou deuxièmes films avec des jeunes cinéastes qui travaillent sur des histoires d'initiation. Et en fait, par rite d'initiation, chez nous, c'est vraiment toujours surmonter une épreuve psychologique extrêmement douloureuse et importante et,
soir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours une épreuve qui, du coup, n'a rien à voir avec le sexe masculin ou féminin. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas non plus ce genre d'images ou d'histoires qui non plus sont prédominantes dans la société actuellement. Donc, c'est très important de prendre en compte le mainstream, en fait, parce que c'est ça qui va constituer quand même l'imaginaire collectif, au final. Puisque les enfants, qu'est-ce qu'ils vont lire ? Ce sera plutôt les Schtroumpfs que... je sais pas, Marie Dariussec. C'est très important aussi par rapport au rapport qu'on a à la culture. En général, si tu veux, les débats qui ont lieu actuellement concernant la réécriture ou non de la fin de Carmen, voilà, ça fait partie aussi de ça. Quand Marie disait on ne fait pas appel à moi pour des concepts, si tu veux, j'ai l'impression quand même qu'il y a un système de production qui est structuré autour du regard masculin, en fait. Donc c'est la bande de copains qui écrit. Quand tu lis la BD franco-belge, c'est très frappant. Mais si tu veux, j'ai vu récemment aussi, j'ai beaucoup de retard dans ma culture cinématographique, je suis désolé, hein, mais Virgin Suicide, je me dis un film de Sofia Coppola qui parle de filles. Alors, j'ai pas cherché si c'était adapté d'un roman, ça l'est, voilà, mais c'est entièrement structuré autour du regard masculin. Les personnages féminins sont juste des creux, des mystères, avec des peeping systems pour essayer de percer leurs secrets. Donc c'est la psychanalyse, là je passe la parole à Laurie, mais c'est quels sont ces êtres étranges et mystérieux que sont les filles, dont on ne saura jamais rien, mais qu'on a tellement de bonheur à regarder, en particulier à regarder baiser. Voilà, enfin c'est très... Et je me dis, quand une autrice, une réalisatrice fait son premier film sur des personnages féminins et qu'en fait ce qu'elle nous montre c'est un regard masculin où les femmes sont seulement dessinées en creux, je dis il y a un problème au niveau culturel général en fait, tu vois, qui fait que trouver une place pour rendre des personnages féminins crédibles, c'est pas la question de savoir qui les écrit ou pas, il y a quelque chose de plus systémique à mettre en avant. Alors Marie, tu voulais peut-être rebondir là-dessus, juste avant que je passe la parole à Laurie. Non, rebondissez, parce que... Oui, comme ça, on... Je ne sais pas très bien quoi dire. Je trouve ça très intéressant, je vous remercie de m'avoir gardé une place. Pour écouter. Non, mais en fait, on viendra à la question en fait de l'identification qui est nécessaire pour écrire un personnage féminin, bon, qui du coup s'éloigne un petit peu de la question de quel type de projet on initie en tant que femme avec des projets féminins, sur laquelle vous avez terminé. Mais voilà, donc toi, tu voulais rebondir sur quelque chose de spécifique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des structures de narration qui sont très fortes, qui datent de on ne sait pas combien de temps. On sait qu'ils sont très puissants, on sait qu'on est biberonné à ça. Je crois qu'il y a un vrai effort assez commun de gens assez courageux pour essayer de regarder ça sous un autre angle. Donc ça, je pense que c'est en train d'être en marche. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, je ne sais pas si ça va être opérant, je ne sais pas si ça va durer longtemps, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation un peu catastrophique. Mais ça, du coup, j'ai plutôt bon espoir. Et en fait, que ce soit des hommes qui le fassent ou des femmes, c'est opérant. Et il y a des hommes qui pourront aussi bien le faire que les femmes, il n'y a aucun problème là-dessus, et je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Ce qu'il y a de plus vicieux, moi, je trouve, dans mon quotidien, parce que je ne vais pas parler de l'industrie d'Hollywood qui est très performante, moi je la connais pas, c'est la question de la légitimité. Donc ça, pour moi, je trouve ça terrible, parce que en fait, les gens vous commandent des films ou vous demandent d'intervenir sur des films parce qu'ils veulent s'acheter une légitimité, en fait. Et donc, c'est terrifiant parce que moi, on vient me voir donc, pour ces personnages féminins, mais pour acheter au réalisateur la légitimité de faire et de mettre en scène, et pour qu'il ne se fasse pas attaquer, au final. Donc, au-delà du travail que je pourrais faire, qui est bien mal, enfin, bon, voilà, c'est... voilà, on s'achète une défense. Et ça, c'est vrai pour la question des femmes. C'est vrai aussi sur les questions de société ou d'ethnie, entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce qu'une réalisatrice qui n'est pas noire peut faire des films sur des noirs ? Bon, moi, je trouve que c'est un vrai débat, qu'il faut vraiment se poser la question, que je trouve que c'est un peu pervers en ce moment ce qui se passe à cet endroit, et qu'on n'a jamais demandé à Zola s'il avait été dans des mines pour écrire ce qu'il a écrit, et si... Pardon ? Non, mais il y allait, mais il y était pas... Je veux dire, son père n'était pas mineur. Donc, il a fait son travail d'enquête.
Moi, je vais faire aussi des travaux d'enquête et toi, tu es allé en prison quand tu as fait un film sur la prison. Il ne s'agit pas d'être en dehors de son sujet, ça, de toute évidence. Mais ce que je veux dire, il n'est pas enfant de mineur, il n'a pas été mineur depuis qu'il avait 5 ans. Et quand on écrit Nana, il n'a pas été prostitué dans les salons. Enfin, donc, écoutez, Dieu merci. C'est notre prochain film, on le fait ensemble. Concept. On va lancer du concept. Mais la question de la légitimité, voilà, elle est, je trouve, très perverse. Elle est en train d'envahir un champ assez conséquent. On a beaucoup de mal de lutter contre ça. Et très honnêtement, je ne sais pas très bien comment faire, si ce n'est faire des films. Et à un moment donné, qu'on le veuille ou non, les films, ils sont bons ou ils sont mauvais. Voilà. Et donc il y aura des bons films et il y aura des mauvais films. Et après, que ce soit des hommes, des femmes, des transsexuels, des homosexuels, des hétéros, ça, l'histoire l'aura oublié, enfin, d'une certaine manière. Mais c'est pas facile, ouais. Voilà, maintenant, oui. je vais juste... Je vais vous aider, pas de problème. Je voulais juste rebondir là-dessus parce que je pense qu'en effet, la problématique de la place de la femme dans le cinéma aujourd'hui, elle ne peut pas être décorrélée d'une autre problématique qui est l'intersectionnalité et de tout ce qui touche la diversité aussi. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une jeune génération de cinéastes femmes, et je pense à Divine et je pense au cinéma d'Alice Diop, qui sont des cinéastes femmes qui viennent de la diversité et qui nous proposent un autre cinéma et qui est un cinéma qui marche et que les gens ont envie de voir. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que cette jeune génération amène autre chose et qu'on déconstruise les stéréotypes, mais pas seulement des stéréotypes de genre, mais aussi des stéréotypes sociaux et voilà. Cette problématique d'intersectionnalité, je pense qu'elle est intéressante aussi à analyser et à penser dans l'écriture des scénarios. Je suis absolument d'accord avec tout ce que je viens d'entendre là. Alors, par rapport à cette histoire que je trouve très intéressante, justement, de légitimité ou de réappropriation d'une certaine place, c'est vraiment en lien avec... C'est comme un retour d'une forme d'essentialisme ou de renaturalisation des places. Est-ce qu'il faut être une femme pour écrire, etc. etc. Alors, c'est à inscrire aussi dans une certaine logique historique par rapport à tous les effets de déconstruction qu'il y a eu, fameux troubles dans le genre qui ont été très nécessaires, mais il y a comme quelque chose d'un retour à des formes essentialisantes, c'est-à-dire, parce que se poser la question de savoir est-ce qu'il faut être une femme pour écrire des scénarios de femmes, c'est quand même une drôle de question. Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on soit tenu de se réinterroger sur ce qui nous paraissait déjà déconstruit depuis les années 90, 2000, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a de nouveau besoin de se reposer cette question-là? Ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose qui fait retour de cette, je pense, de prendre la mesure d'une certaine façon, d'une certaine confiscation qu'il y a eu lieu auprès de certaines populations dites minorisées, racisées, etc. Cette confiscation de la parole qui a été très, très importante et avec beaucoup d'effets. Donc le fait qu'on se demande aujourd'hui si une femme blanche peut écrire Détroit ou d'autres, je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez allusion, mais je crois que c'est effectivement c'est compliqué. Je crois qu'il faut pouvoir se donner les moyens de penser cette question-là sans l'exclure, hein, mais voilà, je crois que vous avez raison, je suis d'accord plutôt avec vous de dire que la question de la nature du sexe qui écrit, si je puis dire ça comme ça, Derrida disait le sexe n'a pas de contraire, par exemple. Bon, bah voilà, la nature du sexe qui écrit, bon, ben, c'est pas tellement ça la question. Je crois que la question est politique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se repose, voilà, ces questions-là. Hein. Sinon, en tant que psychanalyste, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est parce que je n'ai pas écrit de scénario, si ce n'est simplement une petite anecdote que j'aime beaucoup. Je me promène avec un ami psychanalyste. Bon, voilà, j'ai d'autres amis, mais j'en ai aussi des psychanalystes. Et on parle comme ça dans la rue, à bâton rompu, enfin peu importe. Et il a envie de prendre des cigarettes. Alors c'est un homme, un homme apparemment âgé, voilà, avec une voix un peu épaisse, bon. Et donc il a besoin d'acheter des cigarettes. Donc on entre chez un buraliste et il demande à acheter des Vogue. Et le buraliste lui dit mais ce sont des cigarettes de femme. Et il répond de sa voix de stentor comment savez-vous que je suis une femme? Et donc voilà, donc ou alors comment savez-vous que je ne suis pas un homme? Enfin, je me souviens plus très bien, mais enfin, en tout cas, l'effet sur le buraliste a été immédiat.
Voilà, un peu de sidération, et donc il lui a donné ses cigarettes de femme, il a payé. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est simplement juste, c'est simplement pour dire que ce qui, à des moments donnés, ce qui vient troubler, par fulgurance, en fait, c'est un mot d'esprit, hein, ce qui vient troubler justement les identités, qui n'existent pas, qui sont des mythologies, en fait, hein, puisqu'elles évoluent dans l'histoire. Toutes les fulgurances, et peut-être que le cinéma est bien placé pour ça, puisque ça joue aussi avec les images, mais toutes ces fulgurances qui viennent troubler ces identités mythologiques, eh bien, je trouve que c'est formidable si vous en faites. Je voulais juste rebondir là-dessus avant de vous passer la parole. En tout cas, c'est un très bon point de départ pour un film, déjà, si vous vous sentez d'écrire un scénario. Et puis l'autre chose que j'aurais voulu quand même que vous, mais peut-être que vous pourrez en parler plus tard, c'est la question vraiment en fait, de comment se constitue l'identité, ou enfin, on parlait au téléphone tout à l'heure sur la question du large champ de conscience et du jeu identitaire aussi, parce que je pense que si vous pouvez nous en parler un petit peu plus après, c'est intéressant par rapport au processus de l'écriture, où vraiment on a toute cette phase en fait où c'est comme un jeu en fait, où on imagine comment est mon personnage, quels sont ses problèmes, mais quels sont aussi ses enjeux intérieurs en fait. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui est très ouvert en fait dans l'écriture d'un personnage, qu'il soit homme ou femme, et on en parlait tout à l'heure. Parfois, c'est pas forcément défini dès le départ. Est-ce que ce sera un homme ou une femme? Qu'est-ce qui fait en fait? Qu'est-ce qui constitue le personnage en reflet à comment nous on constitue notre identité? Mais peut-être que je vous laisse d'abord. Non, c'est simplement effectivement parce qu'on a parlé un peu transformer des femmes en hommes, des hommes en femmes en tant que personnages, mais l'espace qui est ouvert par Laurie Lofer, c'est l'idée que finalement on peut aussi imaginer des personnages qui sont pas ce qu'on pense qu'ils sont, donc ouvrir un espace un peu queer, on va dire. Alors pour moi, dans ce qu'on avait discuté, je pense, par exemple, je reste dans le même strain, je suis désolé, mais Frodon, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est pas l'homme typique. Et c'est lui qui porte la charge de devenir un héros, c'est pas Aragorn ou je sais pas quoi. Donc il y a des personnages comme ça. Alors évidemment, on va dire Frodon c'est un homme, mais oui, mais c'est pas. Donc on peut travailler sur un espace qui est pas juste bipolaire, mais où il y a une variété de personnages qui sont finalement dont le sexe devient une composante accessoire, de même que la couleur de peau, etc. Et là, il y a vraiment la vocation, je pense, de créer des personnages en tant qu'humanistes, en fait. C'est ça, c'est-à-dire de ce que c'est qu'être un individu qui devient des choses, qui est ouvert à plein de possibilités, à l'aventure, de transformation de soi, et où le sexe n'est qu'une composante accessoire, en fait. Moi, je veux bien rebondir en parlant de mes exemples concrets. De l'exemple concret. Non, je disais tout à l'heure, moi, dans mes projets personnels, il y a les projets qui sont aujourd'hui d'actualité, qui se passent aujourd'hui, et ceux d'époque. Par exemple, celui qui se passe aujourd'hui et qui est d'actualité, j'ai choisi de prendre un personnage féminin, mais ce serait un homme, ça ne changerait absolument rien. C'est-à-dire que sa problématique est tellement dans sa psychologie, on est tellement éloigné d'une question de sexe en fait, que ça pourrait être un homme, une femme ou même un extraterrestre, ça serait un film d'animation ça pourrait être n'importe qui en fait. Et là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour le fameux film d'époque sur lequel je suis en train de travailler, qui est un biopic sur la première femme d'Albert Einstein. Ça fait plusieurs années que je suis dessus. Et c'est un film qui est très très compliqué à écrire. Déjà, il faut savoir qu'ils ont tout fait ensemble. Donc elle fait partie de ces femmes qu'on a oubliées et qui auraient pu avoir le prix Nobel et qui n'a pas eu. Et ce qui est très compliqué, c'est que pour le coup, là, le fait qu'elle soit une femme à cette époque joue énormément. Joue tellement énormément que pendant un moment, je me suis reposée là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'elle n'était définie que par ça. Et ça a posé problème, parce que dans son comportement avec son mari ou dans sa vie quotidienne, on me disait mais je comprends pas pourquoi elle fait ci, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Enfin, ça n'avait pas vraiment de sens. Par exemple, c'est une femme qui au début de sa carrière, donc elle arrive à Polytechnique, elle est la première femme à rentrer à Polytechnique. C'est une des femmes les plus intelligentes de toute l'Europe, avec son niveau d'études. Et elle clame haut et fort qu'elle ne se mariera jamais, qu'elle veut faire carrière, qu'elle veut être une grande scientifique, tout ça. Elle rencontre Albert Einstein et du jour au lendemain, elle devient une femme qui est derrière son mari. C'est-à-dire comment on passe de l'un à l'autre. Et ça, pour le coup, moi je me disais, mais c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. Donc je me cachais derrière un peu ça arrivait, donc c'est comme ça en fait.
Et le truc, c'est que les gens me disaient, mais je ne supporte pas quand elle est soumise, quand elle est comme ça, quand elle est... on comprend pas pourquoi, on comprend pas... et on me proposait de changer des choses, en fait, de dire, est-ce qu'elle pourrait pas se battre un peu plus, est-ce que ça pourrait pas se terminer autrement. Je disais, mais je vais pas changer l'histoire. Je ne peux pas changer l'histoire. Donc il faut que j'aille ailleurs, il faut que je comprenne pourquoi. Il faut que je comprenne, que j'aille au fond du fond, de me demander pourquoi est-ce qu'elle était comme ça. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de voir des femmes soumises ou des femmes... il y a certains archétypes de femmes qu'on n'a pas envie de voir parce que ça résonne en nous et on se dit c'est pas une femme ou c'est pas la femme que j'ai envie d'être. Mais ces femmes-là, elles existent. Une femme soumise, elle n'est pas moins femme qu'une autre. Elle est une femme. Donc après, ça allait se poser la question de pourquoi elle devient comme ça. Et donc j'ai mis du temps et j'ai compris parce que j'ai aussi regardé, je me suis regardée aussi moi de pourquoi je voulais écrire cette histoire, tout ça. Donc c'était un long processus. Et en fait, je me suis rendu compte que quand elle disait moi je veux pas me marier, moi je veux faire carrière, tout ça. En fait, c'était pas sincère, c'était pas vrai. C'était juste une femme qui, depuis qu'elle est toute petite, elle était un peu moche, un peu boiteuse, un peu machin, qui se dit, moi, on m'aimera jamais pour ce que je suis. Elle se trouve laide, elle se trouve tout ça, mais j'ai un cerveau. Les gens, ils m'admirent quand je fais des mathématiques, tout ça. Donc, on va me regarder, en fait. On va m'aimer si je fais carrière, tout ça. C'est vraiment une femme qui se définit dans le regard des autres, en fait. Et c'est ça, sa problématique. Et du coup, avec ce qu'elle a, au début, elle se dit, je vais faire carrière, je vais faire tout ça, et c'est comme ça qu'on va me regarder. Elle a ce discours. Sauf que le jour où Albert Einstein tombe amoureux d'elle, elle a quelqu'un qui le regarde. Elle a, en fait, tout ce qu'elle veut, c'est qu'on l'aime. Donc elle a cet homme qu'elle aime. Et elle n'y croyait pas, en fait. Donc sa carrière, tout ça, en fait, d'un seul coup, elle s'en fout. Parce que tout ce qu'elle voulait, c'était qu'on l'aime. Et là, on comprend un peu doucement. Du coup, ça devient un peu plus logique, en fait. Après, c'est un gros travail pour que ça passe bien, n'est-ce pas? Et ensuite, ça se passe mal avec Albert. Il y a un petit temps d'amour fou, des 5 articles qui vont changer toute la phase de la physique, tout ça. Et après, ça commence à mal se passer. Et du coup, elle s'accroche à ses enfants, parce qu'elle perd Albert. Donc, on est toujours dans un personnage qui, tout le long de sa vie, va s'accrocher à j'existe à travers le regard de l'autre. Donc, quand elle perd le regard d'Albert, elle va s'accrocher au regard de ses enfants, qui ont un amour absolument inconditionnel pour leur mère. Et quand ils vont grandir et qu'elle va les perdre, elle meurt. Elle se laisse mourir, en fait, parce qu'elle n'a plus rien pour s'accrocher et parce que, en fait, elle avait un espèce de vide existentiel qu'elle comblait comme elle pouvait à l'extérieur. Et le jour où il n'y avait plus personne pour le combler, elle meurt. Et voilà. Et ce qui est fascinant, c'est qu'Albert Einstein, c'est exactement la même chose. Ils se sont pas rencontrés par hasard. C'est un homme qui pendant toute son enfance a vécu avec un père qui rêvait de voir les lettres Einstein briller tout partout. C'est un ingénieur. Mais le problème, c'est qu'il avait une espèce de j'ai le mot en anglais. Curse. Malédiction. Merci beaucoup. Donc le père d'Albert Einstein, à chaque fois qu'il avait une idée, il y avait quelqu'un qui avait la même idée à côté. Et c'est comme si aujourd'hui, moi j'avais une idée et que Gaumont l'avait à côté. Enfin, il a toujours été doublé par des gros groupes. Et donc il n'a jamais eu son nom qui brillait partout. Donc je suppose que Albert Einstein s'est un peu construit dans l'idée qu'il fallait briller, tout ça, tout ça. Et donc il avait exactement la même problématique que sa femme. Sauf que bon, après, à un niveau plus visible, ça s'est passé complètement différemment. Mais au final, c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que cet homme-là voulait absolument être remarqué, malgré ce qu'il disait. D'ailleurs, ce qu'il disait qu'il n'aimait pas les journalistes, il n'aimait pas tout ça. Mais au final, il s'est quand même mis avec elle, je pense pas par hasard, parce qu'il avait des grosses lacunes en mathématiques. Et elle, c'était sa spécialité. Donc il était quand même très entouré de gens qui venaient combler aussi un manque. Et une fois qu'il a eu la célébrité, il l'a complètement lâché et il s'est trouvé une femme qui était pour le coup très extravertie, alors que la première femme, donc Minerva Marie, qui était très introvertie. Mais ça allait très bien quand il s'agissait de faire tout ce qu'il fallait faire, mais que quand il a commencé à avoir une vie publique, il a préféré avoir une femme qui était à l'aise en public. Et du coup, il l'a quittée et il s'est mis avec une femme qui est d'ailleurs sa cousine et qui était très à l'aise donc en public. Et en fait, tout était uniquement là pour venir, encore une fois, combler ce besoin de regard sur lui. Et quand ces découvertes ont commencé à être utilisées à des fins un peu moins, on va dire pour la bombe atomique, tous ces trucs-là, donc que son image a été ternie, il a commencé à essayer de lutter contre ça, sauf qu'il n'a rien pu faire. Et il est tombé malade. Et il a déclenché, je crois que c'était un ulcère à l'estomac, mais c'était assez particulier, donc on ne pouvait pas l'opérer. Et le diagnostic du médecin, c'est très beau métaphoriquement d'ailleurs et psychologiquement, on lui a dit vous avez une bombe dans l'estomac, monsieur Einstein, on ne peut pas vous opérer, on ne sait pas quand elle va exploser. Et il est mort de ça. Non mais il est mort de ça. Et il est mort de ça, et il est mort seul comme sa femme, et il est mort il avait cette bombe dans l'estomac, donc c'est quand même, je veux dire, on ne pouvait pas trouver autre chose, et il ne savait pas quand est-ce que ça allait
péter en fait. Donc il vivait avec une espèce de compte à rebours du jour au lendemain, ça pouvait péter. Et tout est lié à ce truc de le regard sur l'autre. Et ça, c'est universel, que ce soit un homme ou une femme, en fait, ils ont la même histoire. Et ouais. Et donc c'est hyper intéressant, je trouve, d'aller creuser les personnages dans cette profondeur-là, parce qu'au final, c'est des sujets, enfin c'est des thématiques. Le regard de l'autre, on va dire, c'est pas original, mais le but, c'est pas d'être original dans ce qu'on raconte, c'est de comment on le raconte. Et après, on peut s'amuser à faire plein de choses, mais la caractéristique profonde d'un personnage, je trouve que c'est pas, enfin, elle va au-delà d'être un homme ou une femme. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le fait que peut-être se dire que je caractérise un être humain. Peut-être qu'on peut commencer par là, en fait. Et après, c'est un homme ou une femme, ou voilà. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent nous toucher tous, qu'on soit un homme, une femme, ou voilà. Enfin, je pense que si on a de l'empathie pour Iti, c'est aussi parce que, enfin, voilà, pour. Empathie pour Iti, c'est un beau titre. Mais en fait, dans la première partie de ton histoire, moi, ça me fait penser à un stéréotype qui est le stéréotype du bas bleu ou de la femme savante, c'est-à-dire l'impossibilité pour les femmes d'être authentiquement amoureuses du savoir. Donc ça, c'est un personnage classique. Il y a énormément de littérature là-dessus qui explique qu'une femme qui aime la science, c'est un bas bleu. Et alors, ce qui est très intéressant dans toute la littérature sur les bas bleus, c'est pas simplement qu'on les insulte en disant, en fait, c'est des vieilles filles déjà. Voilà. C'est que les bas bleus sont systématiquement, dans toute cette littérature, nymphomanes en plus. Alors, je sais pas si ça concerne, mais en fait, elles sont non seulement, elles écrivent beaucoup, etc., mais en plus, en fait, ce qu'elles veulent, c'est du sexe, en fait. Elles veulent des relations sexuelles. Alors, moi, j'entends ça à travers ton histoire aussi, c'est-à-dire, en fait, tu dis, elle a fait des sciences, mais en fait, ce qu'elle voulait, c'était de l'amour, finalement. Bon, on en est tous là, finalement, moi aussi. Hein. Mais un stéréotype comme le bas bleu, c'est très important parce que l'idée qu'une femme ne peut pas être authentiquement une savante, en fait, c'est un stéréotype qui a été créé par un scénariste un peu ancien, mais c'est Molière, en fait, qui a inventé cette histoire. Enfin, et qui l'a popularisé de manière jusqu'à très récemment. Je voulais juste passer le micro à Julie pour rebondir sur ce que tu disais, Sabrina, qu'aujourd'hui, il y a peut-être certains personnages féminins qu'on n'a pas envie de voir. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte, par exemple, dans les choix que vous pouvez faire en production ? Je pense qu'on lit... Enfin, moi, je lis les scénarios avec mon regard... féministe et avec mon conditionnement aussi, ce qui me donne envie. J'ai très très envie qu'on parle de ton scénario qui m'intrigue beaucoup. mais ça me fait penser par exemple au personnage de Meryl Streep dans Pentagon Papers qui, sur la première partie du film, m'horripilait. Je me dis mais c'est pas possible, mais il va se passer quelque chose, c'est pas possible que Meryl Streep ait accepté ce rôle, et qui est quand même génial dans le twist où elle reprend force, etc. Il y a quelque chose dans le personnage féminin aujourd'hui. On demande vachement aux personnages féminins féministes d'être des combattantes, d'être des warriors. Et d'ailleurs, le cinéma mainstream l'utilise énormément comme élément marketing avec les Black Panthers et les Wonder Woman. Et moi, je suis très très contente que ces films existent. Et Wonder Woman n'avait jamais été fait depuis la série des années 70. Donc c'est super que ça existe au cinéma. Mais c'est aussi chouette d'avoir des personnages féminins qui sont aussi dans leur conditionnement social et qui sont justes parce qu'elles sont proches de notre réalité et on peut s'identifier à elles aussi dans les barrières qu'elles ont. Je pense à Louise Wimmer qui est un film où elle n'est pas une combattante extrême mais où voilà, elle survit, elle essaye de survivre. Enfin, il y a plein de films comme ça qui sont des films qui moi me touchent et que j'ai envie de produire et qui sont des personnages plus proches de notre réalité, qui ne sont pas forcément des combattantes incroyables. Juste un tout petit, une petite question ou remarque, je ne sais pas très bien, mais en fait, ce qui est intéressant dans le personnage que vous avez décrit, c'est que, et c'est parfois, ce qui n'est pas sans doute le cas là, mais ce qui est parfois le risque d'une certaine psychologisation des personnages, c'est que, et je suis placée là où je suis pour le dire, c'est que précisément ça déshistoricise le personnage. Ce que je veux dire par là, c'est que ça l'enlève d'un certain dispositif, encore une fois politique. Enfin, pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui serait intéressant, en vous écoutant, je me disais, ça serait intéressant de voir si cette femme serait possible aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est la femme d'Einstein serait possible aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que en 1932, vous savez que Freud a rencontré Einstein, je vous passerai le petit texte si ça vous intéresse.
Mais avant ça, avant de l'avoir rencontré, Freud écrit une conférence qui s'appelle Sur la féminité. Alors il commence de façon très féministe par dire que les femmes n'ont rien apporté à la culture. Et ensuite, quand même, il se reprend un peu en disant « mais il ne faut pas méconnaître l'organisation sociale dans laquelle sont les femmes ». Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, parce qu'il a un démarrage un peu naturaliste, voilà, mais on peut considérer que quand même, en le disant comme ça, en prenant à son compte la doxa, l'opinion de son époque, il la critique aussi. Et puis juste après, il dit « mais attention, prenons en compte l'organisation sociale qui nous fait dire que les femmes sont masochistes, qu'elles ne font rien. » Donc, c'est-à-dire qu'ils nous font porter sur les femmes un regard très psychologisant. Hein, parce que du coup, c'est ça que je trouve intéressant. Parce que, en fait, parfois, c'est la psychologisation des personnages qui empêche toute lutte, tout combat pour déconstruire cette psychologisation. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je crois que tout ce qui nous permet de travailler le caractère psychologique d'un personnage, c'est de l'inscrire dans son dispositif politique. Voilà. Et pourtant, je suis féministe, mais c'est pas... c'est pas avec ça que je gagne des sous. Pardon, c'est juste... Moi, oui. Alors, je vais... Non, je vais juste rebondir, pardon. Donc, je comprends tout à fait, mais ça, c'est vrai pour la manière dont on projette un personnage et ce que l'industrie attend des spectateurs qui vont voir ces films. On est vachement conditionné par rapport à ça. Et alors là, c'est pas un problème de féminité ou de sexe féminin ou masculin, mais par exemple... voilà, je suis homosexuelle, je vous le dis, j'ai pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, on venait aussi me voir pour me dire bon, bah voilà, on a des personnages homosexuels, est-ce que tu peux t'en charger ? Et moi, j'étais. Bon, alors moi, je peux parler d'amour si vous voulez, je peux parler de trahison, je peux parler de plein de choses, mais parler d'homosexualité, je peux contextualiser peut-être un peu mieux, mais enfin, est-ce que c'est une spécificité ? Je sais pas. Bon. Mais pourquoi pas ? Je me suis dit pourquoi pas, c'est aussi une représentation que j'ai envie de porter, donc ça pouvait m'intéresser à une époque, mais j'ai été très vite réfrénée parce qu'il y avait des attentes. Et donc, dans les années 30, l'homosexuel était un vieux pervers caché, refoulé, qui ne parlait pas, tuait des gens en douce dans les salles de bain. Dans les années 70, c'était la grande faux folle, mal acceptée, mais qui était quand même un peu particulière. Et bon, c'était dur, elle mourait à la fin, mais bon, quand même. Et dans les années 2000, c'était super d'être gay. C'était génial, tout le monde était content, etc. Et moi, je me souviens, j'étais plutôt dans les années 2000, et je me disais, en France, je parle de mon petit cercle, et moi, j'étais complètement traumate parce que je me disais, mais moi, ça se passe mal. Pourquoi tous ces gays sont hyper contents comme ça ? Je comprenais pas. Les parents étaient hyper heureux, ils étaient fiers. Et moi, j'étais à mes parents. Et je me sentais pas, du coup, de porter une parole sur les gays parce que je n'étais pas au diapason de ce que l'époque exigeait de représentation. Parce que l'industrie, parce que aussi, il faut quand même contextualiser, le cinéma, ça coûte cher. Donc, on va pas se tirer les cartes entre gitans, comme dit une amie. Réfléchissez à cette expression, elle est pas mal. Mais on n'a pas la liberté qu'on a en littérature quand on ne coûte pas un sou. Ce qui ne veut pas dire qu'on est édité, pas édité, qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Mais enfin, on n'a pas à mettre en œuvre les mêmes choses parce qu'on ne coûte pas la même chose. Et donc, dès que vous coûtez un peu d'argent, alors quand vous faites un petit budget, ça va. Quand vous commencez à faire un film à moyen budget, bon voilà. Et puis quand vous faites un film à gros budget avec des gros stars, etc., autant vous dire que vous êtes muselé, mais c'est de l'autocensure. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a même personne pour vous dire ta gueule, c'est que vous le faites tout seul. Alors, il dit, 15 millions. Ouh putain, bah, il va être hétéro. Mais... vous voyez, c'est pas... Et après, vous essayez de lutter, évidemment, parce que vous devenez mature, vous avez un peu de bouteille, vous dites, bon, non, alors cette fois-ci... Mais quand même, à la fin, il est hétéro, parce que bon... Sinon, vous n'avez pas le chèque, quoi. Ah, c'est compliqué. Mais en même temps, je vous dis ça... Il y a quand même un mouvement qui est, je pense, en marche, effectivement, qui essaye de porter autre chose. Mais attendez, je finis juste là-dessus, parce que moi, à chaque fois, ça me fait marrer. Donc, je vous dis, à la fois, il y a un mouvement, et je vois bien, on a tous des copains, là, et on travaille tous à ce que, sur la représentation, le machin, le bisou, bon, tout ça change. Et franchement, on se lève tôt le matin, je vous jure, on n'est pas bégueule.
Et je me dis, c'est génial. Donc, on y arrive. Et de temps en temps, il y a des petits miracles, parce que finalement, le cinéma n'est fait que de miracles. Mais dans le même temps, à chaque fois, les bras m'en tombent, parce que, j'en parlais tout à l'heure à midi, il y a toujours un film avec Ryan Gosling, le phallus ambulant, qui vient rassurer les foules sur sa supériorité, son côté taiseux est vraiment, vraiment admirable. Et je me dis, bon, mais même moi, je le trouve sexy. Alors, du coup, moi, je suis pas bien. Parce que je me suis dit, mais moi aussi. Vous voyez, c'est emmerdant. Et donc, c'est pas facile, voilà, aidez-nous. Justement, donc du coup, peut-être que vous pouvez rebondir sur cette question de virilité Ryan et pourquoi Gosling, on a besoin pour s'en rassurer. Non, mais c'est par rapport à ce que disait Julie, je voulais, et sur le terme qu'on employait tout à l'heure de biberonner aussi. En fait, la tentation en gros, qu'on appelle le politiquement correct aussi, c'est-à-dire quel personnage on a envie de montrer en disant, ben ça, il faut le montrer, comme si les spectateurs finalement étaient entièrement passifs face à ce qu'on leur présentait. Et si on leur présente des messages positifs, ils vont être super d'accord et ça va être sympa. Et c'est vrai dans une certaine mesure, mais aussi c'est vachement important de voir des films qui nous énervent. Des films où on déteste les personnages, on déteste l'histoire, on déteste la fin, parce que ça nous révolte en fait. Donc en tant que spectateur, on n'est pas juste ouais, j'ai aimé le personnage positif et affirmatif qui m'a été présenté parce que ça nous met dans le sens d'un monde meilleur. Voir des histoires horribles, ça nous met une boule au ventre, ça nous met en colère, mais en tant que spectateur, c'est hyper structurant en fait aussi. C'est-à-dire l'histoire de personnages broyés, ben ça nous parle et ça nous donne envie de changer le monde aussi en fait. Donc il faut faire attention, je crois, à ça, c'est-à-dire moi Black Panther par exemple, j'ai pas accroché, j'ai pas trouvé. Alors je me suis dit, et en même temps ça m'a fait réfléchir sur mes expériences en tant que spectateur. On montre un mec qui vient de la planète Krypton, j'y crois, qui vole dans le ciel avec une petite cape bleue, rouge. J'y crois, mais un monde enterré en Afrique qui va sauver le monde, j'arrive pas. Alors je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à croire à ça? Qu'est-ce qui me gêne dans cette histoire? Mais justement, peut-être que ce qui m'a gêné, c'est le côté trop positivement affirmatif et je me suis dit, faire quoi? Enfin, bon. Non, moi j'ai plusieurs trucs à dire, mais c'est un peu flou, donc j'ai essayé d'être clair. Mais c'est sûr que on peut réfléchir à. Tu essayes de faire le taiseux de la bande là. Ah bon, non, je sais pas. Mais j'ai l'impression que mine de rien, quand on choisit nos personnages, on peut vraiment casser des stéréotypes, et je pense que on a vraiment une importance sociale très importante. Parce qu'un film qui est vu par plusieurs millions de personnes, faut pas oublier que le cinéma c'est un art symbolique, et que du coup un personnage, moi quand j'ai fait mon film pour parler de ce que je connais, bah, c'est une femme détenue, bah, toutes les personnes qui ont vécu la prison, femmes ou hommes, veulent se reconnaître dans ce personnage. Donc au final c'est une métaphore de toutes les personnes détenues du monde entier dans ce personnage. Et tout est comme ça. S'il y a un personnage de surveillant, bah, toutes les 30 000 surveillants qui voient le film, ils vont dire non, moi j'ai pas vécu ça, moi j'ai fait... Enfin, donc voilà, on fait un art symbolique. Donc à partir de là, on donne une vision du monde, et si on a un personnage qui véhicule un stéréotype, on le renvoie, et si le film est vu par des millions de personnes, ça a un vrai impact. Donc ça, c'est important, je trouve quand même, d'en avoir conscience. Et ce qui est dur à maîtriser aussi, c'est les stéréotypes des spectateurs qui vont interpréter avec leurs stéréotypes nos personnages. Et quitte à déformer parfois certaines visions. Tout à l'heure, à table, on parlait d'un exemple. Si on écrit un personnage d'un homme qui a 40 ans, qui n'a pas d'enfant, et dans une scène où il joue avec un enfant, bah, on ne se posera pas de questions. Si le personnage c'est une femme qui n'a pas d'enfant et qui joue avec un enfant, bah, y a plein de spectateurs qui vont se dire « Ah, il y a quelque chose qui lui travaille dans sa tête, elle n'a pas d'enfant, forcément, à 40 ans, elle a dû rater sa vie. » Enfin, tous les préjugés, tous les trucs idiots que énormément de gens vont penser. Et donc les spectateurs pourront interpréter négativement un personnage, alors que nous, scénaristiquement, par exemple, on a envie de faire un personnage positif. Donc, il y a aussi une question, c'est est-ce qu'on prend en compte les stéréotypes des spectateurs quand on écrit un personnage? Est-ce que par moment, il faut le prendre en compte? Évidemment, pas tout le temps, mais en tout cas, c'est une question qui peut surgir dans certains rôles. Voilà, donc voilà, c'est aussi une autre question. Alors, non, mais en fait, la question que je me posais, c'est que tu dis qu'en créant un personnage, on crée des nouveaux stéréotypes à chaque fois, c'est ça? Parce que la question, c'est aussi comment éviter, du coup, les stéréotypes, ou comment
dans le processus de l'écriture, on peut arriver à créer des personnages auxquels on peut s'identifier, le public peut s'identifier et auxquels on peut s'identifier en tant qu'auteur. Quels sont, c'est à vous que je voulais poser cette question, par rapport à cette histoire de large champ de conscience, en fait, quels sont les outils peut-être qu'on a, nous, de réflexion pour s'approcher de personnages qui, justement, déjouent ce genre de stéréotypes. En vous écoutant, je me disais, en fait, ça relève beaucoup, enfin, il me semble que ça relève aussi de la question des normes. C'est-à-dire que chaque époque, chaque produit ces normes par lesquelles nous sommes attrapés nous-mêmes, dans lesquelles nous sommes façonnés, etc. etc. Donc, et je ne sais pas, mais je ne crois pas possible que l'on puisse se constituer en dehors des normes. En revanche, c'était ça probablement l'un des combats ou des luttes, qu'elles aient été féministes ou de la queer théorie ou d'autres, c'était précisément d'avoir un certain discours sur la production de ces normes. Alors, un discours, ça veut dire de les mettre un petit peu à distance, justement de créer cette double conscience, ou en tout cas de permettre de les voir un petit peu d'à côté ou en dehors ou différemment, pour troubler un petit peu cette image des normes. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça, hein, mais et peut-être pour en produire d'autres, ou à l'intérieur de celles-ci, de les distordre, de créer un peu du trouble. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que le cinéma, j'en sais rien, moi je ne suis pas cinéaste, je ne suis pas scénariste, j'aime beaucoup y aller, mais je me suis arrêtée très tôt. Mais peut-être que, ou la littérature, différemment, mais que s'il y a une vocation, j'en sais rien, c'est toujours un petit peu compliqué de dire ça comme ça, c'est peut-être précisément de travailler à l'intelligibilité de ces normes-là, quoi. Enfin, des normes d'une époque. Voilà, parce que il y a 100 ans, les normes dans lesquelles on étaient évidemment très différentes. Donc ça constituait des identités, je mets plein de guillemets, différentes. Ça constituait un rapport à la sexualité différente. En Europe, dans les années 1890, quand il y avait des manuels sur la sexualité déviante, ça n'a plus rien à voir. Et ça a existé, donc ça a produit un certain nombre de normes, ça a produit des stéréotypes sur la féminité, sur la virilité, sur la masculinité, etc. Ça a produit une pensée binaire. Aujourd'hui, on est un petit peu dans un au-delà ou dans un différemment de la pensée binaire. Donc on voit bien que ces déconstructions-là, elles ont été utiles pour produire d'autres normes. Mais on ne peut pas échapper à ça. Donc même quand on produit une déconstruction, etc., on n'est peut-être pas très loin de reproduire ce qu'on dénonce. Donc c'est toujours un travail de critique, en fait, par rapport à ce qu'on fait. Et c'est voilà, en fait, c'est ça que je trouvais. Alors le travail de critique ou travail de double conscience, ou on peut l'appeler comme on veut, c'est-à-dire que ça élargit quelque chose, une certaine conscience. C'est d'ailleurs assez épuisant, hein, comme position, hein, puisqu'il faut toujours défaire ce qu'on est en train de faire. Donc, et en même temps en avançant. Donc c'est compliqué, c'est un peu de la gym, quoi. Enfin, je sais pas, ça s'appelle comme ça, mais... Peut-être passer le micro à Julie. Du coup, effectivement, cette responsabilité en tant que créateur d'histoire et d'images qu'on a dans le cinéma, qui forcément va contribuer à un imaginaire collectif et qui va par ailleurs contribuer à créer des normes et à en effacer d'autres. Donc ça, on ne peut pas échapper à cet effet qu'on a un impact sur la société d'une manière ou d'une autre. Et je voulais juste, par rapport à ce que vous faites au deuxième regard, demander un petit peu comment vous voyez cette question de responsabilité, en fait. Alors par rapport au deuxième regard, le deuxième regard, c'est donc une association qu'on a fondée il y a 5 ans, jour pour jour d'ailleurs, donc joyeux anniversaire du deuxième regard, qui a été fondée donc, pour promouvoir le cinéma des réalisatrices femmes, pour déconstruire aussi les stéréotypes sur le fond et sur la forme, pour travailler au lobby auprès des politiques pour changer un peu les chiffres qui sont quand même très mauvais et qui sont aujourd'hui de l'ordre de 25% de femmes réalisatrices en France, quand il y a plus de 50% de jeunes femmes qui sortent des écoles de cinéma.
pour donner quelques chiffres. Et à l'époque, quand on arrivait avec des chiffres qu'on construisait nous, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'études chiffrées, on nous remettait souvent dans la tête, mais enfin, il y a plein de femmes dans le cinéma, il y a beaucoup de costumières, il y a beaucoup de maquilleuses, les scripts, il n'y a que des femmes, oui, c'est sûr, mais il y a très peu de réalisatrices, il y a des productrices en effet, mais voilà, le deuxième regard s'attachait beaucoup à travailler sur la sensibilisation, plus que sur, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens, donc sur la sensibilisation sur ces questions. Aujourd'hui, je vais dire le mot grâce à, et j'aimerais ne pas avoir à l'employer, mais grâce à l'affaire Weinstein et au MeToo et au mouvement qui en a suivi, il y a un mouvement collectif, il y a une prise de conscience collective, et je ne pense pas que c'est tant une libération de la parole qu'une libération de l'écoute, surtout qu'enfin la presse, les médias et tout le monde se fait le relais de cette parole, ce qui est super et ce qui nous permet de créer un mouvement qui, j'espère, va être pérenne et qui va créer de l'action. Et ce mouvement, donc, c'est le collectif 50-50 pour 2020, qui a donc été initié par le deuxième regard et par des réalisatrices comme Céline Sciamma, comme Rebecca Zotowski et comme beaucoup d'autres, et qui est un mouvement qui vise à imposer la parité dans les comités de sélection, dans les jurys de festivals, dans les écoles, dans leur choix de professeurs et d'élèves, la parité aussi au niveau des programmateurs, des institutions, enfin voilà, de tout ce pan de l'industrie qui aujourd'hui est loin d'être paritaire. Donc au CNC, il y a des commissions paritaires qui sont installées depuis des années, mais voilà, je pense que l'impact que cherche à avoir le deuxième regard, il est sur l'industrie avant tout et sur un observatoire aussi des chiffres qui nous aident à dire il y a un problème et comment on le résout, et à créer des think tanks, et à créer ce genre de débat, et à créer des conversations qui nous permettent de trouver des solutions, des idées, de débattre sur la question des quotas, sur lesquels on n'est pas toutes et tous d'accord, et surtout qui est dans un mouvement inclusif, c'est-à-dire qu'on n'est pas... je me souviens qu'il y a 5 ans, on nous a dit « Oh là là, mais votre combat, il date des années 70, c'est encore des féministes hystériques qui veulent se battre contre les hommes et faire disparaître les hommes de la planète. » Non, on est dans quelque chose d'inclusif, et on est une génération qui est dans un féminisme inclusif, et où il y a des hommes féministes et des hommes féministes qui font partie de ce mouvement et avec qui on peut avoir des conversations qui sont du coup beaucoup plus complexes, beaucoup plus analytiques et beaucoup plus, j'espère, profondes, et qui vont nous permettre de mettre en place des moyens d'action. Et ça, j'y crois vraiment. Je pense vraiment que ce mouvement est né là, et que grâce à la sensibilisation des médias et à l'écho qui se font de notre parole, ça va bouger. Merci beaucoup. Juste, en fait, en philo, on a un peu le même problème, c'est-à-dire en fait, le corpus de philosophes, c'est 99% d'hommes, et par exemple, quand on a 0,9, mais quand on a fait, par exemple, là même sur les dernières années, où on a des jeunes générations de femmes philosophes qui enseignent dans les universités, qui sont très présentes, quand Philomag fait des bests des 10 dernières années, c'est systématiquement des œuvres d'hommes qui sont privilégiées, et la seule qui sort, c'est Judith Butler avec Trouble dans le genre, à laquelle il avait été fait référence, qui est une pensée queer. Mais en fait, du coup, on a l'impression que dans mon domaine, alors je suis désolé de faire un petit excursus, mais les femmes qui sortent, c'est des femmes qui parlent des femmes, du féminin, ou qui tentent de déconstruire la dualité. Et donc par rapport à la question de la table ronde, c'est-à-dire est-ce qu'il faut être une femme pour écrire des personnages féminins, je crois que a priori oui, on peut dire c'est ça, mais moi je pense que c'est un piège en fait, et je pense que la partie sera gagnée, je vois à partir de la philo, quand les femmes seront reconnues pour des super bouquins qui parleront de toute autre chose que de la différence des sexes, quel que soit voilà. Donc pour votre partie, je crois que ça sera gagné quand justement on se posera plus la question. Il faudra plus se poser la question. Voilà, ouais. Et les femmes justement arriveront comme disait Marie avec des concepts qui sont qui parlent de je sais pas, d'extraterrestres ou je sais pas quoi, et où la question d'être une femme et féminin, ça sera absolument d'accord avec ça, mais pour arriver à cet endroit-là, je crois qu'il est nécessaire aussi de passer par là où on est, par ce qu'on est en train de faire. Et dans les années 70, ces fameuses hystériques féministes qui étaient contre les hommes, c'était aussi un moment historique important par rapport au mouvement féministe. Donc je pense que c'est vrai qu'on peut pas... Aujourd'hui, on ne veut pas s'identifier en tant que féministe à ce qui s'est passé, mais ce moment-là a permis aussi le moment, cette dite troisième vague, ou cette fameuse... Peut-être qu'on est en train de créer une 4e vague, ou une 5e vague, mais voilà, cette histoire, elle est dynamique, et Butler, qui d'ailleurs déplore la première,
d'être mise en avant par rapport à la question de l'identité dont elle dit elle-même qu'elle a passé son livre, en tout cas pas sa vie, mais son livre à la défaire, à la déconstruire, alors même qu'elle est mise en avant comme identitairement lesbienne, radicale, etc. On voit bien que ça lui échappe, mais c'est un combat nécessaire. Voilà, je pense que c'est aussi, encore une fois, important. Mais tout à fait. D'ailleurs, en fait, on a l'intitulé de la table ronde, c'est « Faut-il être une femme pour écrire un personnage féminin ?» En fait, évidemment, nous, on pense tous que non, mais comme on est reconfrontés en permanence à cette question, c'est vrai que c'était important pour nous de redéconstruire. En fait. Et c'est vrai que c'est incroyable quand même à quel point l'histoire est cyclique quand même, parce qu'on revient toujours un petit peu, même si ça bouge un petit peu, mais on revient toujours aux mêmes questions finalement. On pense que non, sauf à revenir à l'histoire des cigarettes, sauf à ce que ce soit un scénariste apparemment phénoménologiquement un homme, par exemple Thierry, qui disent voilà, moi je viens d'écrire un scénario, je suis une femme, et voilà, peut-être que là ça. Il y a juste un truc qui est quand même très difficile, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est par exemple, j'ai écrit plusieurs films dans lesquels il y a des personnages masculins et des personnages féminins, souvent des héroïnes, et c'est vrai que personnellement, je vois à quel endroit j'ai mis beaucoup de moi dans des personnages masculins. Alors, pas du tout parce que je suis homosexuelle, mais simplement parce qu'ils vivaient des problématiques qui me touchaient. Et il y a un a priori où les gens viennent toujours me voir en disant « Ah, bah donc du coup... » Parce que j'écrivais avec un garçon aussi. Bah, pour eux, c'était évident que moi, j'avais écrit le personnage féminin et le garçon avait écrit le personnage masculin. Mais même pour le garçon, c'était un peu perturbant parce que lui, il était très proche du personnage féminin, pour le coup. Et ça, c'est quelque chose dont il faut un peu, j'ai l'impression, il faut un peu faire le deuil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des a priori et de toute façon plaquer des conneries. Voilà. On peut s'efforcer à les déconstruire ou à le raconter ou à faire des tables rondes ou. Voilà. Non, mais, pardon, non pas que ce soit pas utile. Ça l'est, évidemment. Mais se battre contre ça. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut effectivement juste faire des films et vous l'avez très bien dit, ce qui est terrible, et ça on n'en finit jamais, c'est-à-dire qu'effectivement on se bat pour déconstruire des choses qu'on va se battre à redéconstruire plus tard, et donc c'est pour ça qu'on fait un métier épuisant. Je suis épuisée. Tu veux parler, Stéphane? Je suis épuisée. Ouais, non, tout à l'heure je voulais dire, ça faisait, je sais plus qui avait dit, c'est pour rebondir sur quelque chose qui a été dit, de replacer dans un contexte historique aussi. C'est sûr que quand on remonte au Moyen-Âge, les femmes n'avaient pas le droit de peindre. Les premières femmes entrées dans les écoles des beaux-arts, etc. À la Fémis, je ne sais pas si les femmes pouvaient rentrer à la Fémis dès le début. Non, mais peut-être que si. À l'IDEC, ouais. Bon, je sais pas, mais dans un contexte historique, c'est sûr qu'on part de loin, quoi. Jusqu'en 65, pas le droit d'avoir un compte en banque et tout ça, c'est quand même très très récent. Donc voilà, il y avait ça. Et aussi, on parlait beaucoup de la représentation et on n'a pas cité de chiffres. Et je sais pas si, parce que moi, c'était un choc quand j'ai découvert ça. Donc je sais pas si vous tous et toutes vous êtes au courant de ces chiffres, mais parce qu'on est tellement baigné dans cette culture qu'on s'en rend plus compte, mais il y a plein d'études qui existent. De souvenirs, c'est 70% des rôles sont masculins, 80% des dialogues sont masculins. C'est des moyennes, mais c'est des études qui datent de 2-3 ans, des choses comme ça. Il y avait une étude qui avait analysé sur 6 mois toutes les bandes annonces des 5 films qui ont le même marché, qui sont sortis il y a 1 an et demi, je crois, pendant 6 mois. Et c'était à peu près pareil, je crois que c'était 80% de visages masculins. Après, il s'amusait à poser des questions marrantes. Quel personnage fait rire un autre dans une bande-annonce? Il y en avait 10, c'était 10 hommes, 0 femmes. Quel personnage a un jugement esthétique? C'était quasiment que des femmes. Quel personnage fait un cri d'effroi? Il y avait 1 ou 2 hommes, et il y avait 25 femmes. Donc qui frappe 90% des hommes et 9% des femmes. Ça, c'est qui frappe. Oui, là, qui frappe, voilà. 9% de femmes qui frappent. Qui fait rire, 10 hommes, 0 voilà. femmes. Donc, quand on se rend compte de ça, c'est tellement énorme que c'est bluffant de se dire que tous les jours, on le voit pas, alors que c'est comme s'il y avait un immense truc qu'on voyait pas, quoi. On regarde à côté. C'est quand même incroyable. Donc, c'est bien d'avoir conscience de ça.
le test de Bechdel, tous les films qui ont façonné notre enfance, bon maintenant c'est encore, la plupart des films ne passent pas encore, mais tous les Seigneurs des Anneaux, Indiana Jones, Star Wars et tout ça, où il n'y a même pas de personnages de femmes qui se parlent, quoi. C'est quand même, on s'en rend pas compte. Oui, mais je veux dire, il y a un jour où on se rend compte, mais quand on grandit là-dedans, c'est juste normal, quoi. On se pose pas de questions, et un jour on voit le miroir, on fait waouh. Tel est l'état des choses. Mais peut-être on va finir. On s'en rend pas compte quand on est un petit garçon, je pense. Moi, j'ai une petite fille, elle me dit toujours, mais ça, c'est une histoire de garçon, là, en fait. Tu vois, donc je pense que les petites filles, aujourd'hui, elles ont... Ouais. Notre conscience. Peut-être, si vous voulez encore dire quelque chose, Sabrina, Thierry, on va passer la parole au public. Peut-être qu'il y a des questions. Qui veut de l'eau ? Pourrait s'occuper de passer le micro. Quelqu'un de la scénaristerie est là ? Non ? Ah, alors, merci beaucoup. Là, il y avait une question tout de suite devant. Merci beaucoup. Alors, il y avait plusieurs choses. Du coup, je vais essayer de choisir pour pas monopoliser. Mais déjà, sur le fait, en fait, que... sur la question qui se pose aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que si justement les statistiques sont si alarmantes, c'est peut-être qu'il y a quand même un petit problème et que peut-être on pourrait tester que ce soit des femmes qui écrivent les personnages féminins. Enfin, vous parliez tout à l'heure du travail d'enquête que vous faisiez. Vous avez l'air d'être vraiment de très bons scénaristes, mais c'est pas le cas de tout le monde. Le travail d'enquête n'est pas forcément fait, en fait, toujours, et on s'en rend compte quand on regarde les films. On se dit, mais où ils sont allés chercher ce personnage féminin qui n'existe nulle part à part dans leur tête. J'ai un exemple qui me vient. Alors, moi, je ne sais pas exactement comment a été fait le film. Peut-être que vous le savez mieux que moi, mais c'est La vie d'Adèle. Quand La vie d'Adèle sort, en fait, quand on est homosexuel, on attend vraiment ce film par rapport aux actrices qui sont dedans, par rapport à la personne qui le réalise. Et on est forcément... il y a forcément une partie du regard qui est... on est super déçu. On se dit, mais il n'aurait pas pu se faire conseiller par quelqu'un... qui soit pas biberonné à la pornographie hétérosexuelle, qui soit pas... Enfin, il y a quand même quelque chose d'hyper à côté, en fait, dans ce film, à côté de la réalité, telle qu'on peut la connaître, quoi. Il y a un truc qui, en tout cas, n'a pas gêné que moi, hein, c'est une discussion que j'ai eu plein de fois. Et donc, on peut vraiment se demander... est-ce que ce serait quand même pas bien, même si je comprends que c'est super énervant d'intervenir dans les films en tant que la femme qui va conseiller sur les personnages féminins, mais en fait c'est une forme de garantie aussi, de se dire au moins il y a une personne qui aura un regard un petit peu vécu. Mais c'est vrai que moi non plus je sais pas, hein. C'est vraiment une question que je me pose. Je sais pas si ton sexe te garantit ou l'intelligence ou la sensibilité, mais c'est une vaste question. Après, peut-être sur le vécu et l'expérience, des réflexes qui sont plus... Ça, oui. Sur des choses plus concrètes, quoi. Concrètes, sans doute. Maintenant, sur la sensibilité, les thématiques et le développement de ces thématiques, je sais pas. Franchement, je pense que là, on est assez bien armés tous. Et que voilà. Après, sur La vie d'Adèle, j'ai juste une petite théorie, j'en profite. Je veux bien, c'est un grand mystère pour moi, donc je veux bien. Non, mais il y a un truc qui est hyper intéressant dans La vie d'Adèle. Moi, je trouve que sur le sentiment amoureux, sur le désir, etc., il est extrêmement fort et il suit son personnage de manière extrêmement puissante. Exactement. Et ça, il le décrit extrêmement bien. Ce qui va pas, c'est les scènes de cul. Pourquoi c'est les scènes de cul ? C'est pas parce qu'il a vu des pornos ou je sais pas quoi, c'est tout d'un coup, pour la première fois, il décroche sa caméra. C'est que normalement, t'es toujours au cul du personnage, et là, tout d'un coup, le mec prend 15 mètres, il est en plan fixe, et il a un regard omniscient sur la scène. Alors que normalement, t'es toujours dans le point de vue d'Adèle. T'es toujours avec Adèle, t'es là, tu la suis, c'est génial, elle pleure, elle rit, c'est formidable. La scène de cul est froid, le type prend 15 mètres, ne bouge plus, et je dis démerdez-vous. C'est vrai que j'y avais pas pensé comme ça, mais effectivement, c'est vrai. C'est la pure mise en scène où tout d'un coup, il décroche. Alors pourquoi est-ce que le tournage, le machin, les actrices, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un réflexe aussi de voyeur ? Peut-être. Mais je sais pas, on n'en sait rien, Mais c'est vrai qu'à cet endroit, mais je pense que c'est pas parce que son personnage féminin était mal écrit, il était très bien écrit, en vérité. Non, sur le désir de cette femme pour l'autre, et la scène de fin où elle bouffe son poing en disant mais tu me quittes, etc. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est très fort. Mais donc je pense pas que ce soit mal écrit. Mais quand même sur tout ce qui est de l'ordre du sexuel, il y a des trucs qui juste, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui juste
n'existe juste pas, quoi. Je refuse de rentrer dans le voilà. mais juste parce que du coup, pour continuer là-dessus, parce que par rapport à donc la première femme d'Einstein et par rapport à Zola, en fait, effectivement, Zola n'était pas mineur, mais en réalité, est-ce qu'on saura vraiment ce que c'était la vie d'un mineur, vu que c'est pas les mineurs qui l'ont écrit, mais Zola. Voilà, exactement. Et donc, non, mais parce que souvent ces arguments sont utilisés. En fait, on s'en fiche vu que c'est de l'invention. Et sur cette question de la première femme, enfin, j'ai trouvé ça passionnant. En fait, cette histoire, il me tarde le film, mais ça m'a fait penser à Rimbaud et au fait que, enfin, cette fameuse histoire où on ne sait pas ce que Rimbaud a fait quand il est parti, et on ne sait pas s'il a continué à écrire et qu'il a tout brûlé et qu'il s'en foutait de nous qui allions lire plus tard. Dans nos jeunes années d'adolescence, ces poèmes. Et c'est ce truc sur le silence en fait, de l'histoire et le fait qu'on ne peut pas savoir exactement, surtout pour les personnages féminins, et c'est un truc qui me passionne, c'est qu'on ne peut pas savoir toutes ces femmes qui s'en retournent au foyer, on ne peut pas savoir à quoi elles pensent et si elles continuent à avoir leur talent quand elles font la vaisselle. Enfin, c'est très voilà. Mais je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais moi ça m'intéressait en tant que scénariste comment vous voyez cet interstice du personnage féminin qui est souvent dans des moments comme ça, par exemple domestiques, cet interstice où elle n'est pas forcément soumise en fait dans ces moments-là. Elle a peut-être une vie mentale qui continue d'être inventive, talentueuse. Rebelle. Voilà. Moi, juste, grosse coupe, moi j'adore faire la vaisselle. L'eau chaude sur mes mains, je kiffe, ouais, c'est un truc. Mais pour rebondir un peu sur ce que tu dis et sur ce que tu disais par rapport aux scènes de sexe qui sont pas réalistes ou tout ça, je vais pas non plus rentrer dans le débat. Mais quand tu dis ça n'existe pas, en fait, si, ça existe. Il l'a pas inventé. Je pense qu'il a pas inventé une nouvelle manière. Il a fait des choses qui certes peuvent nous choquer parce que c'est peut-être pas comme ça qu'on fait nous ou tout ça, mais je pense que en fait, tout existe. Tout existe. Et le problème, c'est pas ce qu'il a montré, c'est peut-être que c'était pas préparé. Ou peut-être que les personnages nous ont pas du tout amené à ça. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que ça m'a fait très très bizarre aussi, mais parce que j'avais l'impression d'être dans quelque chose de très doux en amont, fait que d'un seul coup, ça m'a... Et ça joue aussi avec le fait que, comme tu dis, il prend du recul avec sa caméra. Donc c'est peut-être une combinaison de choses qui font que y a peut-être une incohérence à ce niveau-là, mais on peut pas dire que ça n'existe pas. Et l'hypothèse de la prod qui dirait une scène de cul entre filles, ça vend, c'est-à-dire il y a un marché pour ça peut-être, ouais. La prod est Keshish est son propre producteur, donc je pense qu'il n'y a aucune question de production derrière. Oh, mais n'empêche que ça, c'est une vraie chose qui m'a marqué. Quand je dois rencontrer un comédien ou une comédienne, je vois tous leurs films. Et il y a quelque chose qui m'a frappé plein de fois, c'est quand je vois tous les films d'une comédienne, je vais y arriver. La plupart du temps, je la vois tout le temps nue dans quasiment tous les films, sur tous les plans. Il y a toujours une scène ou deux de nue. Alors que chez les hommes, non. Et je me suis posé cette question, est-ce que c'est possible pour une comédienne aujourd'hui de vouloir faire des premiers rôles sans accepter les scènes de nu ? Il y a des comédiens qui n'acceptent pas les scènes de nu et ils arrivent à faire carrière. Une femme, je suis vraiment pas sûr que ça soit possible. Enfin, tout est possible, hein, mais je veux dire, quand on démarre, décrocher un premier rôle dans un long métrage, c'est déjà tellement dur. On n'est pas en position de force de dire de cette scène de nu, je la fais pas, quoi. Donc voilà, bon, c'était une parenthèse. Mais... Oui, je voudrais revenir à la question des chiffres. Alors quand vous dites que l'écriture des héroïnes ne doit pas être forcément écrite par des femmes, ok, mais la réalité, j'ai fait un certain nombre d'enquêtes sur un corpus de films français réalisés par des hommes, le même type de corpus, c'est-à-dire des corpus mainstream de films qui ont eu du succès. Sur les années 2000-2010, les films réalisés par les hommes qui ont eu le plus de succès, il y a une femme de moins de 20 ans pour 6 hommes entre 15 et 75 ans. Le même corpus de films à succès réalisés par des femmes dans la même période, bien entendu, ce n'est pas le même niveau de succès, parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens, c'est
presque l'inverse, c'est-à-dire que l'hypothèse qu'on peut faire, quel que soit, si vous voulez, le caractère féministe ou pas des films, quand ce sont des réalisatrices qui font des films, automatiquement, il y a des rôles féminins importants. Ce n'est pas du tout le cas dans le cinéma populaire réalisé par des hommes. Vous avez absolument raison. Moi, je parlais Attendez. d'idéal. Oui, non, mais si vous voulez, c'est important de parler de la réalité parce que si on ne parle pas de la réalité, on ne sait pas comment on peut se battre pour qu'elle change. Et donc, quand on fait ce constat que pour qu'il y ait des rôles, non seulement des rôles féminins, mais des rôles féminins importants, et autre chose que des bimbos, il n'y a pas photo. Il faut qu'il y ait une femme derrière la caméra. Statistiquement, hein, statistiquement. De là, l'importance, à mon avis, de la bataille sur les quotas. C'est-à-dire qu'à cause de ça, étant donné qu'en France, il y a une intervention des pouvoirs publics, il y a de l'argent public ou indirectement public pour le cinéma, la bataille, elle doit se faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans toutes les commissions où on distribue de l'argent public, il doit y avoir non seulement la parité dans les membres de la commission, mais il doit y avoir la parité dans les lauréats. Sinon, on n'avancera pas. C'est un débat. Moi, je suis pas encore sûre qu'on soit prêt à imposer ces quotas sur les sélections de films dans les commissions. C'est mon point de vue très très personnel, mais c'est des débats qui ont lieu dans le mouvement. Tout le monde n'est pas d'accord sur cette question de quotas. Il y a des choses intéressantes qui se passent. Et il est clair que ces questions de quotas changent la donne. Hein. En Suède, ils les ont imposées et sur 3 ans, ils sont passés de 20% de femmes à 38%. Donc c'est sûr que ça change la donne. Après, je ne sais pas si en France on est prêt pour ça et je pense qu'il faut y aller progressivement et qu'il faut en discuter, analyser et avoir les chiffres. Progressif par définition. Les quotas, c'est progressif. Oui, non, ne vous énervez pas, je suis... Non, mais ne vous énervez pas, on est tous d'accord, mais il y a... Voilà, c'est... Je ne sais pas si... Ah, mon Dieu... Non, faut arrêter. Non, mais... Oui, c'est totalement d'accord aussi. Donc c'est là où ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait qu'il y ait 25% de femmes réalisatrices. Et donc tout se tient. Et il y a aussi un autre élément, je pense, sur lequel on peut jouer, c'est d'informer, d'éduquer les scénaristes. Un truc tout bête, tous ces tests de Bechdel, toutes ces études moi, que j'ai découvertes il y a 3-4 ans, maintenant, quand j'écris un scénario, je me pose la question, est-ce que pour un petit personnage, pareil, typiquement, le personnage du chef étoilé dans mon scénario, il a 2 scènes. Il y a 4-5 ans, je pense que j'aurais mis un homme sans réfléchir. Là, depuis que je suis conscientisé et je sais que 70% des rôles sont masculins, je me pose la question, je me dis non, c'est intéressant. Et je pense que si on formait, éduquait les scénaristes aussi, évidemment, ouais. On est d'accord, hein. Nous on est tous, vous n'avez pas à nous gagner parce qu'on est gagné d'avance. Mais la question qu'on se posait ici, avec le point de départ, qu'est-ce que c'est un personnage féminin? Est-ce qu'il faut être une femme pour l'écrire? Évidemment que tout le monde ici a envie qu'il existe des films avec des beaux personnages de femmes, des personnages forts auxquels on puisse s'identifier. Mais en fait, c'est vraiment un travail en profondeur et de longue haleine, en fait, de changer les mentalités et de changer aussi l'approche qu'on a aux personnages féminins, parce que par exemple en commission, comme vous dites, la commission, la parité c'est une chose, mais après si en commission on parle de ce film c'est un projet magnifique, c'est très sensible, c'est un univers très féminin, si on continue à argumenter comme ça, on s'en sortira, ça n'ira nulle part de toute façon. Donc il faut quand même qu'on se pose toutes ces questions de fond et qu'on les relaie en fait chacun à notre niveau dans l'industrie. Juste une toute petite chose. Dans l'éducation nationale, je pense que vous avez entendu parler de tout ça, pour le bac français, il n'y a, depuis des années, il n'y a que des œuvres d'hommes qui sont proposées au bac français. Et il y a eu des pétitions, il y a eu une lettre il y a quelques années par des profs de littérature en lycée. Ça ne demande pas d'argent. C'est une décision politique. Il y a un moment donné, je reviens sur ce que dit Geneviève, il y a un moment donné où
effectivement, il faudra un cran supplémentaire. Je ne sais pas très bien, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça demande probablement plus c'est un peu plus complexe. Mais là, par exemple, de dire, on va mettre Virginia Woolf, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, et encore, je prends les têtes de gondole, parce qu'il y en a quand même d'autres qui sont aussi très intéressantes, mais qu'on fasse juste la parité dans les 10 œuvres qui sont choisies pour l'éducation nationale, c'est-à-dire nationale. Et bien là, je pense que voilà, c'est la même problématique à la Cinémathèque française où il n'y a eu aucune exposition sur des cinéastes femmes. Je veux dire, c'est exactement la même problématique. Il y a aussi quelque chose, c'est que je pense qu'il y a aussi beaucoup de projets qui s'écrivent avec des beaux personnages féminins, mais qui n'arrivent pas à se financer. Parce que... non, enfin... Oui, mais c'est ça, oui. Mais il y a aussi un autre aspect, une autre part de l'industrie, c'est que les films sont financés sur des comédiens bankable, entre guillemets, et qu'il y a beaucoup plus de comédiens bankable, hommes que femmes. Et pour donner un exemple concret, moi j'ai bossé 3 ans et demi sur un film féministe qui se passait dans les années 70 en plein MLF. Personnage principal, 20 ans, femme. Et c'est simple, il n'y avait aucune femme bankable de 20 ans. Aucune. Donc il y avait des comédiennes connues, c'est Lou Delage qui devait jouer le rôle principal, mais elle n'était pas bankable. Bankable, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont investir dans l'espoir de gagner de l'argent sur son nom. Mais comment est-ce qu'on tient surtout, bankable, c'est surtout quand on estime qu'un acteur amène des gens en salle et que c'est sur le nom de l'acteur qu'on amène et de l'actrice qu'on amène les gens en salle. Voilà, et donc du coup, voilà un exemple concret. C'est que mais non, mais enfin, en tout cas, voilà. Oui. C'est absolument stratégique et que c'est là qu'il faut prendre des décisions. Évidemment, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi quelque chose auquel on est confronté dans la profession, c'est que c'est plus facile de monter un budget de manière générale, au cas par cas, avec un comédien homme en personnage principal qu'avec un comédien femme. Donc s'il y a 1000 scénarios, 500 hommes, 500 femmes, au final, s'il y a 100 films qui vont exister sur les 1000, ce ne sera pas 50-50. C'est ça, c'est aussi une autre... et pour ça, je pense que ce qu'il faut, c'est quand il y a un film avec une femme en rôle principal qui cartonne, je pense que ça a un impact considérable, parce que c'est une comédienne en plus sur qui on peut monter des films, quoi. Oui, pardon. Ouais. Non. Au-delà des... On parle d'un constat. Moi, je vais essayer un petit peu par rapport à tout ce que j'ai entendu qui est extrêmement intéressant. C'est très, il y a vraiment beaucoup de choses très diversifiées. On entend des univers, des blessures. En fait, je me pose la question de savoir si notre pays n'est pas un petit peu arriéré. C'est une question, non pas un jugement, par rapport à d'autres cultures, historiquement. Parce que... au fond, j'ai lu il y a peu de temps une interview sur une communauté d'Australie, ancienne communauté qui vit près des arbres, de la nature, etc. Eux, ils considèrent qu'au fond, il n'y a pas un homme et une femme, mais qu'on a tous, identité. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de découvrir cet article qui était absolument passionnant. Les autochtones donc d'Australie, qui considèrent qu'il y a un masculin homme, un masculin femme, en fait une variété d'éventails, une pure femme, un pur homme. Donc je reviens un petit peu à cette histoire que nous racontait l'animus et l'anima le psychanalyste de Jung. Donc c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas encore assez intégré dans notre façon peut-être de travailler, d'aborder la vie, d'aborder le monde. Et peut-être qu'en faisant ce décollage un peu symbolique et philosophique, on pourrait peut-être déjà individuellement se sentir mieux. Parce qu'on a tous été confrontés, en tant qu'homme ou femme, à moi-même, à un plafond de verre. Alors il y a une deuxième chose qui me paraissait, que je voulais adresser à Julie, par rapport à... Là, pour le coup, ça m'a un peu heurté, puisque vous parliez d'inclusion aussi. Il y a effectivement un grand intérêt médiatique actuellement, une lumière portée sur les réalisatrices d'une trentaine d'années, etc. Il y a eu également des réalisatrices des années 90, des années 80, des années... Voilà, mais bien sûr. Voilà, c'est ça. Je n'étais pas en train de dire que... Non, mais en fait, j'ai pas de jugement. En fait, je portais ma parole parce que moi-même, j'étais
je donne ma petite expérience. J'étais à Clermont-Ferrand avec un premier film. En 95, je n'avais pas fait la Fémis, puisque je leur ai planté un procès, mais bon, ça c'est autre chose, puisque c'était un peu magouillé. Et on était 7 ou 8 femmes sur les 65 films, quoi. Donc c'était assez flagrant. Et là, par contre, personne ne disait rien et c'était un grand silence. Voilà. C'était un silence. Et là, par rapport à toute cette époque où ça a beaucoup bougé, je trouve ça formidable d'ouvrir la parole aux femmes, de se faire entendre. Voilà, c'est quand même important parce que de ma génération, si j'ose dire, quand on avait 25 ans, il n'y avait même pas cette possibilité de s'exprimer sur ce terrain-là, quoi. Et donc l'inclusion de toutes les générations, de celles qui, voilà, politiquement sont beaucoup plus engagées, celles qui sont nos mères, jusqu'aux femmes de 30 ans, je pense que ça pourrait être une force parce que l'inclusion, elle est aussi générationnelle, entre femmes générationnelles. Et puis la troisième chose, en fait, peut-être que, et là je rejoins Marie, c'est vrai que peut-être que pour dépasser ce clivage homme-femme, en fait, qui est totalement artificiel, ça n'existe pas quand on réfléchit vraiment profondément. Des fois on se sent très femme, des fois très homme, des fois les deux, des fois trans, des fois... En fait on est en métamorphose perpétuelle, on est comme des papillons, on bouge d'identité, de sexe, selon les périodes de la vie. Je pense que le fait de pouvoir échanger sur un travail de scénariste avec un homme, avec une femme, selon les projets, ça fait un peu sauter les barrières et on n'a pas cette crainte de tomber ou dans le cliché des femmes, dans les stéréotypes ou dans les archétypes. Enfin, toutes ces choses qui sont, à un moment, on sent que c'est juste. Et on peut effectivement transformer un homme en femme, une femme en homme. C'est ce que j'ai en homme. C'est ce que j'ai vécu moi dernièrement et je me suis bien amusée justement. Voilà. Je vais passer une question juste là, mais je vais truster le micro 2 secondes sur ce que tu disais, Stéphane, sur éduquer les scénaristes à ça. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai adapté un bouquin pour la radio et il y avait un narrateur. Oui, il y a un narrateur. Moi, j'écris narrateur. Je réfléchis pas. Après, j'ai réfléchi à tout ce qu'il y avait, le débat sur l'inclusif et tout ça dans le langage. Je me suis dit, attends, je vais quand même parler avec la réalisatrice et avec la chargée de programme pour dire narrateur-narratrice. Parce que en fait, ça pourrait tout à fait être une narratrice. C'était un thriller, machin, mais ça pouvait être une narratrice. Mais en fait, le vocabulaire que j'utilisais impliquait l'embauche d'un acteur masculin. Donc l'embauche. Donc, voilà. Donc je pense que je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Voilà, il y a une question là. Je crois que monsieur a levé la main avant. Je voudrais revenir sur l'éducation nationale. La première école des petits-enfants s'appelle l'école maternelle, c'est donc l'école des mères, comme s'ils n'avaient pas de père. D'autre part, l'école, c'est normalement pas l'école des parents, c'est l'école des enseignants. C'est un lieu où les enfants se détachent de leurs parents et ont une vie à eux. D'autre part, en école primaire, il y a 80% de femmes. Je n'entends personne demander une parité ni proposer la méthode des quotas pour arriver à cette parité. Quand on monte dans le secondaire, c'est un peu moins, quoi, 60. Mais de nouveau, c'est surtout des hommes dans le supérieur. Et là, il n'y a aucune demande de parité. Les médecins se sont... Non. Les médecins se sont... montrez où Non. Ah ben non. Non, il s'agit de statistiques. Et puis, les médecins, ce sont des femmes dans une grande majorité. Les magistrats sont des magistrats. C'est quand même un pouvoir énorme dans la société. Voilà, moi, je me suis fait insulter par les juges dans mon divorce. Comme je m'occupais des enfants, précisément, j'étais un faux hétéro, en rivalité avec toutes les femmes. J'étais un faux homo, je devais m'interroger sur mon homosexualité, ce que je ne faisais pas, évidemment. Et j'étais un faux père, je ne structurais pas les enfants sur le long terme. C'est avec ça que je vis dans une très grande souffrance depuis très longtemps. En ce qui concerne la petite remarque sur l'homme qui joue de 40 ans, qui joue avec un enfant, il n'y aurait pas de problème, alors que si c'est une femme, on va dire elle est en manque de maternité. Je ne vois pas les choses comme ça du tout. Je pense que si dans un film, un homme joue avec un enfant, un homme de 40 ans avec un enfant, il va être suspecté de pédophilie tout de suite. Et Maïwenn a fait un film entier là-dessus, qui n'est pas mauvais d'ailleurs, mais voilà. Donc il me semble que si on veut analyser les relations entre les hommes et les femmes, on ne choisit pas son corpus. On voit tout, absolument tout.
Et je pense que l'école, moi j'ai proposé l'école enfantine, mais bon, je fais rien pour proposer quelque chose, mais pour l'école maternelle, dans laquelle j'ai travaillé, je précise, et pour le primaire, enfin tout l'enseignement, je pense que la chose la plus urgente, puisque paraît-il, le sexisme serait soluble dans l'éducation, c'est les femmes qui éduquent les enfants, donc il faudrait peut-être commencer par avoir une parité dans l'éducation, et on verra bien ce que ça crée pour plus tard. C'est un peu long, hein, il faut attendre que les premières cohortes sortent. Juste pour revenir en fait sur la question d'origine de est-ce qu'il faut être une femme pour écrire des personnages féminins. Personnellement, je voudrais pas qu'on m'explique que parce que je suis nana, je suis incapable d'écrire des persos masculins, et ça va dans les deux sens. Donc il n'y a pas de raison que je dise ça à mes collègues masculins. Après, en effet, vous en avez parlé, on est encore dans une société un peu stéréotypée, il y a de la déconstruction, des hommes participent à cette déconstruction, mais peut-être qu'ils sont un peu moins nombreux, peut-être qu'ils sont un peu moins concernés, et sans dire qu'ils sont incapables d'écrire des personnages de femmes, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi sensibiliser les scénaristes masculins lorsqu'ils doivent écrire des personnages féminins à travailler peut-être un peu plus en collaboration, et pas juste tiens je t'appelle une fois que le scénario est terminé, s'il te plaît est-ce que tu peux venir me retaper mon personnage, mais voilà, qu'il y ait une plus grande collaboration scénaristes masculins et féminins, ce qui permettrait peut-être d'avoir des films un peu moins stéréotypés et parfois un peu plus cohérents. Enfin, voilà. Non, mais de toute façon, tant qu'il y a une meilleure communication en amont, tout le monde est gagnant. Mais non, mais c'est vrai. Mais après, moi, je tiens à dire aussi un truc, c'est que j'ai beaucoup de collègues masculins qui sont très bons scénaristes et qui ont peur d'écrire, avant même de les avoir écrits, qui ont peur d'écrire des personnages féminins parce qu'ils ont peur de se faire taper dessus aussi, quelque part. Et qu'il faut peut-être apaiser quelquefois aussi ces débats-là et se dire qu'un être humain est un être humain quand même et que les problématiques restent des problématiques humaines. Voilà. Mais il y a plein d'hommes... vraiment, je le vois tous les jours. Enfin, je travaille avec beaucoup d'hommes qui sont au contraire très bons dans les personnages féminins, qui ont un regard très juste. Faut le dire aussi, quoi. Je pense qu'effectivement la collaboration, de toute façon, puis c'est un modèle quand même qui est de plus en plus en expansion chez les scénaristes, c'est de travailler ensemble et de ne pas travailler seul dans son coin. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est aussi d'aller vers quelque chose qui est plus d'identité plurielle, en fait, ce qui correspond quand même vachement à notre temps, je trouve. Et bon, je pensais qu'on irait peut-être un peu plus sur ce terrain pendant le débat sur vraiment la question de perméabilité des identités sexuelles ou non. Et voilà. Bon, du coup, je pense que c'est quelque chose vers lequel on va d'une manière ou d'une autre. Et que, en tout cas, il y a une prise de conscience. Je pense que c'est toi qui disais ça avec les 8 identités. C'est quelque chose, bon, peut-être qu'on n'en a pas exactement 8, mais en tout cas, il y en a plusieurs et on les prend de plus en plus en compte. Et... Sur Facebook, il paraît, enfin, ça c'est les étudiants qui le disent, parce que je ne suis pas sur Facebook, mais sur Facebook, quand on va cocher sur les identités de sexe, il y en a près de 70. Donc il y a voilà, il y a des tas de choses. Il y a 60. Oui, il y a 70 possibilités, donc je pense qu'on est bien parti. Non, mais je crois qu'il y avait compliqué aussi, non? C'est pas ça? Enfin, je sais. Du coup, c'est négatif. C'est compliqué. Ah oui, ah d'accord. Bon, il faut que je vais faire une travailler ça. Voilà. Alors merci. Vous faites une bonne introduction à ma question, puisque en fait je me posais la question de l'humour. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 10 hommes qui faisaient rire et 0 femmes. Et moi, c'est vraiment une interrogation que j'ai depuis longtemps, de me dire pourquoi dans les films, bon, il y a évidemment un partage de la prise de parole qui n'est pas du tout identique si c'est une femme ou si c'est un homme. Et même dans la vie, voilà, on se pose plus la question de prendre le micro si on est une femme, parce qu'on va se remettre en cause davantage. Quand il y a eu dans les années 70 de l'humour féministe extrêmement violent, il y a eu aussi de l'humour misogyne extrêmement violent pour répondre à ça. Et du coup, je me posais une question. J'ai une théorie sur ça, qui serait que les petits garçons sont plus éduqués au 3e degré, enfin au 2e degré ou au 3e degré que les petites filles. Et puis, quand on entend les filles ou les femmes, on va souvent, par contre, les convoquer au 1er degré. Et en particulier, dans le documentaire, j'ai l'impression les femmes vont particulièrement être convoquées pour raconter leur vie,
se dire au premier degré, alors que les hommes, quand on leur demande de se dire, vont avoir envie de passer par la fiction, vont avoir envie de passer par un processus créatif ou par l'humour pour se raconter. Et du coup, je me demandais en tant que scénariste, si vous, quand vous essayez de déjouer les stéréotypes, vous faites attention à cette question de l'humour, à qui le porte. Est-ce que c'est une question qui résonne? Thierry aussi, Juste, on parlait de Butler. Butler écrit une phrase que je trouve formidable. Elle dit face à des catégories sérieuses, le rire est nécessaire aux féministes. Face à des catégories sérieuses, le rire est indispensable et nécessaire au féminisme. Non, mais je sais pas. C'est vrai que dans les années 70, les slogans étaient sacrément bien trouvés. Les chansons, oui, non, mais bref, en tout cas, c'est vrai que l'humour était très important. En comédie, moi, je me pose pas la question quand j'essaie de faire une blague ou un truc. Je me pose pas la question est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, voilà. Mais par contre, j'ai remarqué que les stéréotypes, ça peut faire rire aussi. Donc on peut aussi faire rire avec ça. Et dans mon scénario, là, notre scénario, quand on vient de changer le sexe du personnage principal, il y a des moments, des vannes qui étaient drôles qui ne le sont plus et vice-versa. Donc j'avais donné un exemple tout à l'heure. Mais donc voilà, parfois c'est vrai que ça peut influencer. Mais bon, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Je vais dire une platitude, merci pour terminer. Non, mais c'est plus facile de rire quand on est heureux, en fait. Et ouais. Non, mais en fait, le piège d'un certain dans lequel peut tomber un certain féminisme, c'est d'être dans la déploration, la condamnation, la révolte permanente, en fait. Et c'est ce que je disais quand je disais les femmes qui parlent toujours de la question des femmes et qui sont condamnées et qui sont entendues que pour. Et en fait, ce que dit Butler à travers Loafer, c'est l'idée que il y a des réalités qui sont tellement horribles qu'il vaut mieux en rire, en fait. Et je crois qu'il faut déjouer le piège de la déploration, la condamnation et le dolorisme. Ça s'applique, là c'est intersectionnel, je pense. Et que parfois, effectivement, il y a un privilège d'être un pas de côté qui fait qu'on a un regard décalé par rapport aux choses et qu'on peut en rire aussi. Et ce décalage-là, il me semble, il est vraiment nécessaire et c'est le principe de l'humour. Donc je crois que les femmes, elles sont dans une position justement extrêmement perspicace en fait pour dénoncer des trucs qui marchent pas, pour les dénoncer en montrant justement là où ça cloche. Et c'est vraiment une carte à exploiter que n'exploite pas du tout MeToo à laquelle il a été fait référence. Et moi, voilà, c'est pour ça que je suis ambivalent par rapport à certains mouvements où c'est très très bien que ça se fasse, mais en même temps, il ne faut pas se laisser enfermer là-dedans non plus. Sur la vigilance à l'humour, c'est hyper sérieux. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse une blague en plus? C'est horrible. Non, mais un stand-up, évidemment, faut mais je crois ça va, on rigole pas mal. Faut venir aux réunions, c'est plutôt bidonnant. On peut pas tout raconter parce que justement c'est un peu trop drôle, mais ça pourrait être dangereux. Mais après, il y a un temps pour tout aussi. Là, on parle de gens qui quand même, voilà, c'est un sursaut. Il y a eu un mouvement. C'est d'abord un sursaut, et après, je pense que oui, il y aura le temps, et Blanche Gardin l'a prouvé au César, il y a le temps pour en rire, et il est en train de venir, et il advient. Donc je pense que ça va arriver assez vite. Mais là, ça a été surtout un sursaut et une prise de conscience. Donc c'est vrai qu'elle s'est faite plutôt de manière sérieuse et avec des chiffres, par exemple. Maintenant, on a le débat sur Blanche Gardin. On l'a pas prévu, mais... Où sont les grandes Blanche Gardin, enfin, moi, ça me fait pas rire. Mais après, c'est un autre débat. Non, mais c'est-à-dire Blanche Gardin, justement, elle fait tout son humour sur l'horreur de la différence des sexes et comment c'est traumatisant la différence des sexes et comment c'est traumatisant d'avoir des relations sexuelles entre personnes de sexes différents. Donc, soit elle fait l'apologie de l'homosexualité, c'est bien. Blanche Gardin. Elle t'explique que tailler une pipe, c'est horrible, par exemple. Alors que ça peut être génial, tu vois. Non mais pas pour le.
Non mais la sodomie, c'est horrible. Alors que ça, tu vois. Elle a dit que la première fois que... Attendez, on en est là du débat. Elle s'est sodomisée, elle a atterri la tête contre un mur. Donc, voilà, elle était surprise. Je crois qu'elle s'en est remise et qu'elle aime plutôt ça. Donc, non. Non, malheureusement, non. C'était... Non. Non, mais là, je crois que vous lui prêtez des attentions qui ne sont pas les siennes. Et justement, elle a un 3e degré là-dessus qui est très très drôle et qui me paraît assez... Apparemment, ne passe pas. Pas toujours. Bah, non, bah, ça c'est le principe de l'humour. Hein. Ça passe pas auprès de tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Je crois pas. Parce que je crois qu'il est 16h. Oui. Oui, une question pour les scénaristes. Je voudrais savoir si on faisait un peu d'anticipation maintenant et que les clichés sur les femmes se réduisaient beaucoup. Sur quoi vous baseriez vos personnages? Je ne sais pas si je suis claire. Je suis là. Bonjour. Je suis claire ou c'est... Encore une fois. Encore une fois, ok. Alors, je me demandais si on faisait un peu d'anticipation et qu'on réduisait par la suite les clichés sur les femmes, sur quoi vous baseriez vos personnages? Comment vous décideriez si votre personnage est féminin et masculin et pourquoi? Moi, je vais répondre un peu comme j'ai répondu tout à l'heure. En fait, pour moi, le cliché, c'est quand on est dans un cliché ou dans un truc auquel on ne croit pas, ou on dit c'est un archétype, c'est parce que c'est mal caractérisé en fait. Donc l'idée, c'est de se poser peut-être plus de questions sur la psychologie des personnages, sur qui ils sont vraiment dans le fond et tout. Et après, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout existe en fait. Donc pour moi, quand quelque chose est cliché, c'est juste qu'on pose quelque chose comme un fait et qu'on ne se pose pas la question du pourquoi, du comment, juste par exemple parce que ça existe, on le prend, on le remet en se disant ça passera parce que ça existe en fait. C'est ça pour moi le cliché. Donc aller au-delà du cliché, c'est juste se poser plus de questions en fait, tout simplement. Enfin ça c'est ma réponse. Après je sais. Mais en fait, il y a la fameuse phrase des scénaristes, mieux vaut partir des clichés que d'y arriver. Donc c'est un travail perpétuel quoi. Voilà. Mais donc on ne peut pas anticiper ce qui... Pardon, non bah voilà. Non, mais c'est sûr, le travail du scénariste, de toute façon, c'est d'aller vers quelque chose de plus universel. C'est revenu à plusieurs reprises sur le tapis. On part quand même du principe que les émotions humaines sont a priori pas forcément genrées à la base, et qu'après, il y a tout un type de constructions qui viennent complexifier le propos, etc. Mais à la base, enfin, en tout cas, nous, quand on travaille à la scénaristerie ou dans nos travaux personnels, c'est vraiment ce vers quoi on essaye de tendre. Donc, c'est d'aller vers le noyau même de l'émotion humaine. C'est peut-être aussi une platitude, mais c'est quand même... Pour les personnages qui ont juste une séquence ou qui peuvent vraiment être, je sais pas, une scène à la poste, est-ce que c'est un homme ou une femme? Moi, je sais que quand on est au casting, si j'adore un comédien mais qui va pas pour le rôle, je me dis tiens, voilà, je peux lui proposer ce rôle. Quitte à changer de sexe pour un petit rôle, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, voilà, donc du coup, ça peut être aussi le choix du comédien qui peut changer ça. Je crois qu'on va s'arrêter. Il est quelle heure là? Je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Il est 5. Ok, donc en tout cas, certains de nous seront encore là pendant quelques minutes en haut si vous voulez venir poser quelques questions aux intervenants qui peuvent rester. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et merci surtout aux panélistes qui ont été formidables. Merci beaucoup.